Bienvenue à tous pour cette troisième édition de l'apéro digital. À nouveau, il y a beaucoup de personnes qui nous découvrent, beaucoup de personnes qui découvrent le lieu. Donc, je vais vous présenter le Digital Village dans un premier temps. Le Digital Village, c'est vraiment un lieu de vie. Donc là, on est dans la partie café du Digital Village. À l'étage du dessus, il y a un coworking. Et au sous-sol, il y a 2 salles qui sont régulièrement louées à des entreprises, mais également pour des anniversaires. Et tous les jours, vous avez des événements au Digital Village. Et c'est très large. Ça va de tournois de poker, rediffusion de matchs, des cours de danse, des cours de salsa, des cours de rock, des concerts. Et moi, j'interviens. Donc moi, c'est Baptiste Potier. J'interviens sur la partie apéro digital. Donc l'apéro digital, c'est des événements qu'on organise 1 à 2 fois par mois. Le but, c'est de faire venir un intervenant qui a une expertise. Donc on en a déjà fait sur la création de contenu LinkedIn, on en a fait sur Facebook Ads. Là, ce soir, on a Julia qui va nous faire une intervention sur comment devenir conférencier à partir de son contenu. Je pense qu'on va pouvoir débuter. Ouais. C'est bon pour toi, Julia ? Merci beaucoup pour ta présence et voilà, je te laisse la main. Trop cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup Baptiste pour l'introduction. Je suis sûre qu'ici, il y a des personnes qui seraient ravies d'animer des conférences étant donné que c'est le thème. Donc j'espère que vous avez bien entendu le message. S'il y a des personnes qui ont envie de profiter de l'occasion d'avoir une scène, d'avoir des personnes qui nous écoutent pour se lancer, c'est le cadre idéal. Donc, ce soir, on va parler de comment devenir TEDx speaker. En préparant cette conférence, au départ, on était sur un thème large de comment devenir conférencier. Et c'est vrai qu'il y a tellement de possibilités de donner des conférences que je me suis dit, on va faire un spectre plus étroit, mais je pense qui intéresse énormément de monde et qui suscite pas mal d'idées reçues, de fantasmes aussi, sur comment devenir TEDx speaker. Et moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Donc, je suis très contente de transmettre ça ici, parce que c'est vrai qu'il y a peu de personnes qui en parlent et on ne sait pas forcément où trouver les infos. Donc, le but, c'est que vous ressortiez de cette conférence en ayant des codes et surtout en vous sentant capable de le faire. Voilà. Au-delà de vous donner des outils, j'aimerais aussi vous donner une certaine confiance, parce que très souvent, on a le syndrome de l'imposteur quand on veut donner des conférences. On se demande s'il y a vraiment des gens qui sont prêts à venir nous écouter, si ce qu'on dit intéresse vraiment des gens. Et ce que je veux vous transmettre ce soir, c'est que oui, chacun d'entre nous a un message à faire passer. Et il faut d'abord croire dans la valeur du message qu'on a à faire passer pour vraiment le transmettre avec impact. Est-ce que ça vous va déjà ? Est-ce que vous êtes enthousiaste sur ce programme ? Yes, super. Alors, nous allons commencer sans plus tarder. Donc, ce que je vous promets avec cette conférence, déjà, c'est des conseils que tu ne liras nulle part ailleurs. Ce que je vais vous partager ce soir, c'est des conseils qui viennent de mon expérience de recruteuse TEDx. J'ai passé 2 ans magnifiques pour recruter, coacher des speakers TEDx, accompagner des personnes qui veulent lancer des conférences. Donc c'est des conseils qui viennent du terrain et c'est des conseils que personnellement je n'ai jamais lus dans aucun podcast, article de blog, etc. Donc voilà, j'espère vous donner des conseils qu'on lit pas partout et que ChatGPT ne pourra pas vous donner. La deuxième chose que je vous promets avec cette conférence, c'est que c'est une conférence active. Je n'ai pas l'intention de parler toute seule pendant 2 heures. C'est pas ce que j'aime, mais surtout quand on est dans des petits comités comme ça, je trouve que la vraie valeur, c'est de vous faire réfléchir, de vous faire passer à l'action. C'est pour ça que vous avez des tables en face de vous. C'est parce qu'il y aura des petits exercices à faire. Je vois qu'il y en a qui ont des carnets, j'ai des feuilles aussi si besoin. Et la particularité aussi, pour ceux qui ne sont pas encore venus à une de mes conférences, c'est que j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des partages. Donc qu'il y ait des personnes qui prennent le micro, qui partagent le résultat de leur exercice, qui puissent communiquer avec le groupe. Et c'est ça qui apporte de la valeur à la conférence aussi. Donc, sentez-vous libre, profitez de cette occasion aussi de prendre le micro, de partager. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes intéressé pour donner des conférences. Donc, il faut saisir chaque opportunité de prendre la parole. Après, vous ferez une petite photo, vous ferez un petit post LinkedIn qui vous positionnera déjà comme conférencier ou en tout cas comme personne qui prend la parole. Et la troisième promesse avec cette conférence, c'est un plan d'action clair. Donc, que vous ayez bien conscience de quelles sont les étapes par lesquelles il faut passer pour passer de « j'aimerais faire un TEDx un jour, c'est sur mon vision board, c'est mon rêve de petite fille » à « ok, je comprends un petit peu plus les rouages de ce domaine, comment ça se passe, quels sont les bons filons, etc. »
Voilà un peu pour le programme. Niveau pratico-pratique, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui peut rester, mais non. Pour niveau pratico-pratique, on va commencer par voir déjà votre pourquoi. Faire un TEDx, c'est un long parcours, surtout si on veut postuler à plusieurs, etc. Donc c'est déjà très important d'être très connecté au sens que ça a pour nous, pourquoi c'est important. Deuxième chose, c'est on va un peu dégommer 3 idées reçues qui sont assez fréquentes pour devenir TEDx speaker, pour voir un petit peu quelles sont les choses qui sont vraiment importantes pour y arriver. Je vais vous partager mon parcours, comment je suis devenue conférencière à 21 ans. Et j'espère qu'à travers ça, ça vous créera aussi des déclics. Je sais que dans la salle, il y a des personnes qui sont très jeunes. Coucou Wena. Et enfin, bien sûr, la stratégie en 5 étapes. Et là, ce sera la partie plus atelier de la conférence. On va vraiment plus passer à la pratique. Et donc, niveau pratico-pratique, en termes de timing, je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas rester jusqu'au bout. Donc, la conférence, elle devrait durer à peu près... Enfin, la partie atelier devrait durer à peu près 2 heures, étant donné qu'il y a des partages, des questions, des exercices. Et ensuite, il y aura une soirée networking ici. Bon, pour toutes les personnes qui ont envie de rester, qui ont envie de connecter, qui ont envie d'échanger, on peut rester jusqu'à 23h, 23h30. Donc n'hésitez pas. Et s'il y a des personnes qui doivent partir avant, bien sûr, ne vous sentez pas désolés. Allez-y. Alors... On va commencer dans le vif du sujet. Un des TEDx les plus connus au monde, c'est le TEDx de Simon Sinek, Start with Why. Donc, on va faire l'exercice pour soi-même. J'ai envie de vous poser la question, pourquoi est-ce que tu veux être TEDx speaker? Ou en tout cas, pourquoi tu veux être conférencier? Pourquoi est-ce que un lundi soir, tu es ici au Digital Village en train de m'écouter parler? Il y en a, c'est juste pour me soutenir et c'est OK. Mais pour la plupart d'entre vous, j'espère que c'est vraiment une préoccupation, quelque chose qui vous fait rêver. Et donc, j'ai envie de vous entendre un petit peu. Pourquoi c'est important pour toi de devenir TEDx speaker? Imagine un petit peu aussi, qu'est-ce que ça changerait dans ta vie? En termes de business, de crédibilité, d'opportunité, qu'est-ce que ça changerait pour toi si tu pouvais demain être TEDx speaker? En termes même de vie personnelle. Si tu avais la possibilité de prendre la parole, de monter sur scène, qu'est-ce que ça changerait dans le rapport à ta famille, par rapport à tes enfants? Est-ce qu'ils seraient fiers de toi? Est-ce que toi, tu serais fier de toi? Est-ce que tu aurais l'impression d'honorer un rêve de petite fille que tu avais? Quelque chose comme ça. Donc, pose-toi la question. Donc, je vais vous laisser quelques minutes, on va dire 2-3 minutes, juste pour prendre le temps de poser une intention et de se dire, OK, si je me donne l'objectif pendant ces prochains mois, ces prochaines années de devenir TEDx speaker, il faut que dans les moments où ce soit compliqué, chaotique, où je vais me prendre des refus, où j'aurai pas le temps de m'y mettre, que je sache pourquoi je le fais. Donc c'est parti, si ça vous va. Je vous laisse 3 minutes pour y réfléchir. Pour ceux qui ont besoin d'écrire, je vous distribue des feuilles. Vous me dites, montrez-vous. Hop. Et s'il y a des personnes après ça qui auront envie de partager et de prendre le micro pour partager un petit peu leur pourquoi, ce serait avec grand plaisir. N'hésitez pas. Hop. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de partager leur pourquoi? Même si parfois ça peut être très intime, très personnel, vous allez voir qu'au final on a un peu tous le même. Donc voilà, s'il y a des personnes qui ont envie de partager, ce serait un immense honneur de vous passer le micro. Je le passerai directement parce que c'est la configuration de la salle fait que c'est un petit peu compliqué. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de partager leur pourquoi? Yes, vas-y. Merci. Alors comme mes enfants m'aiment déjà beaucoup, c'est pas pour mes enfants, ils m'aimeront de la même façon. Donc c'est juste pour moi, plus pour l'audience. L'audience TEDx, elle est à l'écoute quand même de ce qu'on raconte. Et donc c'est plus pour leur donner un message, créer le changement dans l'audience que pour faire plaisir à mes enfants ou à ma famille. Je pense que je le dirai pas à ma famille. Voilà. Merci Ruben, donc trop bien. Impacter les personnes qui sont sur scène, qui sont présentes dans le public. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de partager leur pourquoi? Vas-y Chloé. Oui, alors moi, en y réfléchissant, il y a une dimension d'impact. Je pense que j'ai envie de me dire que je peux réussir à informer, à sensibiliser, à inspirer.
des personnes sur mon sujet de prédilection. Et évidemment, ça, à titre personnel, ça évoque en moi le fait que je puisse être identifiée comme un leader d'opinion sur mon sujet. Et puis il y a un petit côté défi personnel aussi, effectivement, et donc quelque part de fierté, parce que je pense que c'est un endroit où personne ne m'attend. Et donc effectivement, je pense que ça redore aussi un peu ma confiance, ma crédibilité. Et donc je crois que j'ai toutes les bonnes raisons de le faire. C'est déjà en rouge en plus, c'est déjà dans le thème. Merci, bonjour Alexis. Alors moi j'ai aucune expertise en fait quelconque. Simplement j'ai un parcours justement qui est très atypique, voilà, très non linéaire, avec de la physique, de l'ingénierie aérospatiale, j'ai fait du consulting et maintenant je me suis tourné vers l'entrepreneuriat pour porter ma propre vision et la philosophie. En ce moment je suis à l'école de philo. Et du coup toutes ces choses-là qui ont l'air un petit peu séparées, j'aimerais les réconcilier. Donc ça s'étend au-delà du TEDx en fait, mais voilà, les conférences, la création de contenu en fait, je sens que j'ai un regard quand même assez particulier sur beaucoup de choses et je sais pas quoi en faire. Et tout simplement, j'aimerais le transmettre. Voilà. Merci. Bonsoir Morgane. Moi, ça fait très longtemps que je voudrais faire un TEDx parce que je pense que j'ai regardé toutes les vidéos sur l'appli. Voilà. Non, j'adore ce format. Moi, je travaille pour des directeurs et des chefs de service dans des hôtels et l'hôtellerie aujourd'hui est un peu en crise humainement. On sait prendre soin des clients, on sait prendre soin des équipes de plus en plus, mais alors prendre soin de soi, j'aimerais évangéliser ou démocratiser le coaching de carrière pour eux, pour qu'ils sachent s'écouter et voilà. Et c'est des gens qui n'ont jamais le temps d'aller voir un psy, un coach ou quoi que ce soit. Donc si je peux leur faire prendre conscience de l'importance de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres, voilà. Ce serait vraiment d'intérêt général. Voilà. Allez, je prends les deux dernières. Attends, moi, si j'avais le choix, je voudrais pas faire le TEDx en fait. Je suis un introverti, je préfère être peinard sur mon petit brin de laurier, dormir comme un loir, serein, ténébreux, bucolique. Mais j'ai pas le choix parce que j'ai un thème qui dépasse ma petite personne, hein, qui est celui de la santé mentale. J'ai souffert de crise de dépression. J'ai passé 40 ans à être autiste sans en avoir conscience, comme Nina d'ailleurs. Enfin, elle est moins vieille que moi. Hein. C'est pas ça que je voulais dire. Et je veux parler de ça parce que j'ai souffert en me croyant seul au monde et je me suis rendu compte qu'on est finalement extrêmement nombreux à être seul, à se croire seul. Alors que par exemple la dépression, c'est 20% des gens qui vont la vivre pendant leur vie, c'est-à-dire que 100% via leurs proches. Et en fait, je pense que 30 ans après les gays et les lesbiens, il y a des tabous à faire tomber, il y a des coming out à faire. Et moi, je vais mettre mes pas dans ce Nicolas Demorand, dans ce Nina Ramel, dans tout ça, pour en parler. Même si ça me fait un peu chier d'aller sur scène, mais c'est pas grave, hein. Des fois, il faut y aller. Voilà. Moi, je vais prendre un contre-pied de ce que tout le monde a dit. Personnellement, moi, mon why, c'est pour moi. En fait, c'est ma reconnaissance, c'est ma légitimité, c'est assumer tout ça et montrer aux autres que je suis là, j'existe et j'ai des choses à dire. Et je pense que c'est en contre-pied que ce que tout le monde a dit. Voilà, je pense que je suis pas la seule à penser ça, mais je le dis tout haut. Merci. Déjà, merci à tous d'avoir joué le jeu autant. J'adore quand c'est comme ça parce que ça crée énormément d'échanges. C'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus dynamique et surtout pour networker à la fin, pour créer du lien, ça apporte beaucoup plus de richesse à tout le monde. Et j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire. En fait, dans le why, il y a deux éléments. Il y a le why externe et le why interne. Le why externe, c'est je veux changer le monde. Et le why interne, c'est je veux briller, je veux être derrière les caméras. Donc forcément, c'est beaucoup plus facile de partager le why externe, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas tous un why interne aussi. Et c'est totalement OK si on a partagé que l'un ou que l'autre. Vous inquiétez pas de jugement ici. On est tous là un petit peu pour ça aussi. Voilà, ça on vient de le faire. J'aimerais vous partager maintenant un petit peu mon parcours. Moi, qu'est-ce qui m'a amené à faire des conférences? Qu'est-ce qui m'amène là, ici, aujourd'hui? Et à travers ça, j'espère que ça pourra vous inspirer, ça pourra vous débloquer et vous montrer que c'est possible, qu'il n'y a pas d'âge ni trop tôt, ni trop tard pour se lancer. Alors, moi, j'ai découvert les conférences TEDx à 16 ans. J'étais une jeune fille hyper insécure.
très très bonne élève, mais je manquais tout le temps de confiance en moi. Et ma prof de français à l'époque, que j'adore, nous avait fait regarder la vidéo de Emma Watson. C'est un discours qui s'appelle He for She, et elle explique dedans pourquoi les hommes doivent s'impliquer pour le féminisme. Et j'adore cette vidéo, donc le soir je me mets à la regarder encore sur YouTube, et dans les suggestions je tombe sur les vidéos TEDx, et là c'est la découverte, je me mets à bouffer toutes les vidéos TEDx qui sont sur la plateforme. Je suis hyper inspirée, j'apprends énormément de public, des neuroscientifiques, des ingénieurs, tout type d'innovation, du développement personnel. C'est d'ailleurs grâce au TEDx que je mets un pas dans le domaine du développement personnel à 18 ans. Et après, le deuxième déclic, c'est que j'aime tellement les TEDx en vidéo que je me dis, ah, ce serait trop cool d'assister à un TEDx en vrai, de rencontrer les speakers, de ressentir cette énergie-là. Et donc, dans la petite ville où je me trouve, dans le sud de la France, qui s'appelle Menton, à côté de la frontière italienne, pour ceux qui connaissent, il y a un campus de Sciences Po. Et là, ce jour-là, je me rends compte que les étudiants du campus de Sciences Po organisent le TEDx Sciences Po Menton, auquel je me rends donc à 18 ans. Et là, à la fin, je suis... déjà, j'adore. Je me prends une énorme claque en regardant ces conférences. Je me rappelle encore très bien de certains TEDx qui m'ont énormément marqué, d'autres que j'ai totalement oubliés parce que les conférenciers étaient beaucoup moins bons. Donc c'est ça aussi la différence entre les bons orateurs et les moins bons, c'est que certains peuvent créer un impact pendant des années. Mais je me rappelle encore des meilleurs et très bien. Et ce qui m'a particulièrement marqué à ce premier TEDx, c'est qu'à la fin de la conférence, je découvre à la fin en fait, de la conférence que c'est des étudiants qui l'organisent. Et donc je vois toute l'équipe monter sur scène, toute l'équipe qui a organisé, qui a recruté les speakers, qui a coaché. Et je me dis, c'est ça que je veux faire comme eux. Et finalement, j'en ai l'opportunité 2 ans plus tard. Je fais une prépa et ensuite j'arrive en école de commerce. Et en école de commerce, il y a un TEDx dans mon école qui s'appelle le TEDx GEM. C'est un TEDx qui est particulièrement connu. Je ne sais pas si vous connaissez David Laroche, mais c'est le TEDx dans lequel David Laroche a fait son TEDx qui a 4 millions de vues, je crois. Donc je deviens recruteuse TEDx là-bas. Et j'adore parce que mon job, c'est de sélectionner les speakers, donc d'aller chercher les profils les plus inspirants, d'aller dénicher dans plein de domaines différents, des neurosciences, des gens qui sont dans le milieu médical, des gens qui sont dans le développement personnel, des profils qui vont pouvoir passer un message et surtout un message qui est différent. On va se demander comment on peut aller chercher des gens qui disent des choses qu'on n'entend pas assez. D'ailleurs, le slogan de TEDx, c'est « Ideas worth spreading », donc des idées qui méritent d'être amplifiées. Et donc, je fais ça pendant 2 ans. Je coach 20 speakers. C'est une expérience incroyable. Et à la fin de cette expérience, je me rends compte que mon vrai rêve, c'était pas d'être dans l'équipe d'organisation, c'était d'être sur scène. Donc je me rends compte que je rêve secrètement de devenir TEDx speaker, sauf que à ce moment-là, je suis étudiante. Donc j'ai l'impression d'avoir encore rien fait de ma vie, absolument aucune expertise, absolument aucun parcours extraordinaire, parce que j'ai fait un parcours très classique, prépa, école de commerce. Donc je me demande qu'est-ce que j'ai bien d'intéressant à raconter. Donc je me dis que pour comprendre un petit peu mieux encore ce milieu des conférences, je vais essayer de m'immerger dans ce domaine. Donc je deviens bras droit d'un conférencier qui s'appelle Samuel Durand, qui est très jeune aussi, qui a 25 ans, mais c'est pas l'âge qui fait le talent, parce que du haut de ses 25 ans, il a déjà une carrière de conférencier qui est incroyable. Il bosse avec toutes les plus grandes boîtes en conférence, Orange, SNCF, Natixis, La Poste. Il facture ses conférences 1 000 € facile comme ça, et il les enchaîne. Donc du coup, pendant 1 an, je travaille avec Samuel et je comprends déjà beaucoup mieux à ses côtés les rouages du milieu des conférences, comment ils vend une conférence, etc. Et lui, un des forts leviers qu'il a aussi pour vendre ses conférences, c'est qu'il fait aussi des documentaires. Et donc, en fait, il vend des packages comme ça. Et je pensais que ça allait m'aider à devenir conférencière, mais en fait, ça renforce encore plus mon syndrome de l'imposteur, parce que je me dis, ok, chouette, lui, il est conférencier, mais lui, il a fait des choses, il a fait des documentaires, il a interviewé plein de gens, etc. Moi, je suis toujours au même stade, je suis étudiante, aucune expertise, rien à raconter, qui voudra me faire parler en conférence? Et là, j'ai un déclic, je me suis dit que, au lieu d'attendre qu'on me donne la parole, je vais la prendre. C'est-à-dire, je ne vais pas attendre qu'on m'invite à donner des conférences, je vais devenir mon propre média et je vais commencer à faire passer les messages que j'ai envie de faire passer. Et on verra si ça plaît ou pas, on verra s'il y a un marché pour ça ou pas, mais on y va.
Donc je fais deux choses. Première chose, je décide de poster sur LinkedIn. Donc j'en fais un canal où je partage mes idées. Je sais pas qui ça intéresse, mais à l'époque, je commence à faire quelques posts. C'était en 2021. Et je lance également un podcast qui s'appelle Julia Wonders, également pour faire passer des messages. Et post après post, même si au début j'ai l'impression de planter des épées dans l'eau et que ça n'a aucun impact, en fait ça marche. Parce que rapidement, je me rends compte que je me fais contacter pour des conférences, que ce soit des tables rondes, que ce soit des conférences d'entreprise, des conférences dans des associations, etc. Là, par exemple, j'ai été invitée par une entreprise qui s'appelle Cello, un événement sur la santé mentale avec le CEO de Live Mentor, Alexandre Dana. Donc là, je me dis, oh là là, mais lui, il a fait des trucs super stylés dans sa vie. Moi, j'ai pas fait grand-chose. Mais donc voilà, j'ai toujours ce syndrome de l'imposteur qui revient. Mais en tout cas, je sens qu'il y a une vraie traction grâce à LinkedIn et qu'il y a un vrai pouvoir du personal branding. Et j'aime tellement ça que je me dis, je ne vais pas attendre encore une fois que les gens m'invitent à des événements. Je vais créer mes propres événements pour moi-même m'auto-donner la parole. Et donc du coup, je décide de créer mes premières conférences qui s'appellent les conférences Osez réaliser vos rêves. Certains m'ont connu déjà depuis ce moment-là. Certains sont des fidèles comme Alexis ici des conférences et Cyril qui était là à la toute première, Marius aussi aux toutes premières. Et je lance 5 éditions de ces conférences. J'adore, c'est un succès. Il y a même un sponsor qui finance mes conférences pour permettre d'avoir du matos vidéo, une caméra, un photographe, etc. Donc c'est super chouette. Et à ce moment-là aussi de ma vie, vu que je me rends compte que faire du personal branding, ça marche bien, que je sais à peu près faire ça, je me fais contacter par Nina Ramen, que beaucoup connaissent ici, pour intervenir dans son programme. Et elle, sa mission, c'est d'aider les femmes à prendre la parole et d'aider les femmes à briller. Et donc, elle me propose de devenir coach, donc d'accompagner d'autres femmes à le faire. Et donc, j'accepte cette mission. Au début, je suis ghostwriter, donc j'écris des posts LinkedIn pour les autres. Et après, je coach d'autres femmes à le faire. Et donc là, ça commence une super belle période où je passe de conférencière à coach en personal branding. Donc, vraiment, je transmets aux autres ce que je sais faire. Et donc, on fait bien grandir la boîte. On a accompagné 500 femmes à briller avec ce trio de choc ici. Mais au bout de 2 ans, le constat, finalement, c'est qu'on a fait une croissance hyper forte. On a beaucoup recruté, structuré, on a fait des super beaux programmes, mais on est aussi hyper fatigué. Et moi, pendant ces 2 ans, finalement, j'ai tellement passé de temps à développer la boîte, entre-temps, j'ai signé un CDI, que finalement, je suis devenue manager et je n'avais plus le temps ni pour donner des conférences, ni pour coacher les personnes à elles-mêmes créer du contenu. Ce qui était mon moteur à la base et ma passion. Et en fait, je commence à perdre du sens dans ce que je fais. Donc là, je parle de janvier 2025, donc des périodes très récentes. Et après une grosse phase d'introspection, de remise en question, je décide de quitter mon CDI chez Ramène ta fraise et de me lancer à mon compte pour revenir à finalement ce qui était mon moteur à la base, mon essence, qui est donner des conférences et coacher des gens, les aider à progresser, à gagner en impact, à s'élever. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc je suis hyper contente aussi de l'annoncer pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je ne l'ai pas encore annoncé sur les réseaux sociaux. Mais voilà, je ne suis plus chez Ramène ta fraise. J'ai d'autres projets maintenant. Et la conférence d'aujourd'hui fait totalement partie de ce que j'ai envie de construire par la suite. Donc, retour aux sources. Ma mission aujourd'hui, c'est un peu d'aider les Julia du passé, les personnes qui ont un gros syndrome de l'imposteur, mais qui savent au fond d'elles qu'elles ont un message à faire passer et qui rêvent de faire un TEDx, mais qui n'ont aucune idée de comment s'y prendre, n'est-ce pas ? Voilà un petit peu pour ce passage storytelling. J'espère que ça vous a inspiré et que surtout vous vous rendez compte que finalement, même si on ne se sent pas légitime, c'est pas un obstacle. Même si on ne se sent pas légitime, il faut quand même continuer à mettre des actions en place et les choses se font même si intérieurement on tremble et qu'on se sent un petit peu hésitant. Voilà. Donc maintenant, j'aimerais passer à une partie un peu plus pédagogique sur c'est quoi les idées reçues un petit peu pour devenir TEDx speaker. Parce que souvent, quand on parle TEDx, les gens se disent « Oh là là, mais moi, jamais on va venir me repérer ou je sais pas, fait des choses assez extraordinaires dans ma vie pour faire un TEDx, je mérite pas ma place à cet endroit-là. » Donc j'ai envie de casser un petit peu certaines idées reçues pour vous montrer qu'en fait c'est plus accessible que ce qu'on pense. Alors la première idée reçue, c'est de penser qu'il faut être une star pour faire un TEDx. Et c'est notamment nourri par le fait que quand on va sur TED, sur Internet, les TED Talks, qui sont les TED américains, sont souvent faits par en effet des gros entrepreneurs, des Bill Gates, Sheryl Sandberg, etc. Sauf qu'en fait, il y a le gros TED américain qui est le socle, on va dire, ce qui a été créé. Et en fait, depuis, il y a ce qu'on appelle les TEDx,
Et le X veut dire que c'est des événements qui sont organisés de façon indépendante dans le monde entier. Et deuxième chose à savoir, c'est que qui dit organisé de façon indépendante dit aussi fonctionnement différent. Donc en fait, il faut vous imaginer, pour vous qui voulez devenir TEDx speaker, qu'il y a autant à peu près de fonctionnement de TEDx que de TEDx. Donc il y a quand même certains process en commun, mais chacun a quand même des modes de recrutement un petit peu différents, sélectionne les speakers un peu différemment, choisit des thèmes un peu spécifiques. Donc si c'est une école d'ingénieur, ils vont choisir des sujets un peu plus maths, physique. Si des écoles de commerce, un peu plus business, entrepreneuriat. Donc voilà, c'est important de le comprendre pour la suite. Et ce que je vais vous montrer avec cette slide, c'est qu'il ne faut pas être une star pour faire un TEDx. Et regardez sur cette image, c'est des gens qui vont speaker au TEDx qui aura lieu à Massy bientôt. Est-ce que vous connaissez des gens à part Cédric Villani? Vous connaissez pas? Ouais, vous voyez pas les têtes. Bon, c'est pas grave. En gros, l'idée, c'est que ici, la plupart des gens sont des des inconnus complets. C'est-à-dire, on ne connaît personne. Il y a un seul conférencier qu'on appelle un conférencier tête d'affiche. C'est le conférencier qui va ramener du monde à l'événement. Mais le reste, c'est des gens que le grand public ne connaît absolument pas. Et c'est justement le but du TEDx. C'est des gens qui sont brillants, qui ont des choses hyper intéressantes à partager, mais qui ne sont pas forcément connus du grand public. Le but de TEDx, c'est de leur donner une scène, c'est de leur donner une voix, c'est de leur donner un espace de parole pour diffuser leur message. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas une star. Pas d'inquiétude, vous avez totalement la possibilité de faire un TEDx. Si vous avez un message à faire passer, une expertise à faire passer ou une histoire à faire passer. Est-ce qu'il y a des gens qui pensaient qu'il fallait être connu déjà? Est-ce qu'il y a où tout le monde se disait que c'était ok, n'hésitez pas, non? Oui, tu pensais, Vanessa? Ok. Vas-y, tu veux dire un truc sur ça? Non, ok. Cyril, tu pensais aussi? Ok. D'autres personnes comme ça? Ouais. Intéressant. Je ne mets pas audience dans la même catégorie que être connu, mais en effet, avoir une audience, c'est important, exactement pour la même raison dont Baptiste parlait avant, c'est qu'une audience ramène des gens. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à la place d'un organisateur de TEDx. Lui, quand il fait sa conférence, quel est son objectif? Bon, premier objectif, que la personne soit intéressante et qu'elle ait un message captivant. Mais deuxième objectif, c'est de remplir l'événement en physique, parce que les TEDx, avant d'être des vidéos YouTube, c'est des vrais événements présentiels. Donc il y a une première phase de billetterie, donc il faut ramener du monde. Surtout en général, c'est dans des grandes salles, 100 à 1000 personnes, ça dépend de l'impact du TEDx. Et troisième objectif, c'est de faire des vues sur YouTube. Parce que si on poste la vidéo et qu'elle fait 100 vues, en fait, on perd l'objectif d'impact. Donc avoir une audience, ça permet de créer ensuite une petite viralité à l'échelle de la vidéo et de lui donner de la vie. Donc en effet, c'est important d'avoir une communauté pour faire un TEDx, mais je mets pas ça dans la même catégorie que être connu. Et aussi, je relativiserai la taille de la communauté qu'il faut avoir pour faire un TEDx. Je connais plein de gens qui ont fait un TEDx en ayant 2000, 3000, 4000, 5000 abonnés sur LinkedIn, même 500 relations. C'est pas du tout un critère disqualifiant. Et d'ailleurs, si je vais sur la slide d'avant, les profils ici, je suis persuadée que si je tape le profil LinkedIn de ces doctorants, c'est pas des influenceurs LinkedIn. Donc même ça, c'est à relativiser, si ça peut vous rassurer vraiment pour les personnes qui ne créent pas encore beaucoup de contenu. Ok, deuxième erreur, deuxième idée reçue, c'est de penser qu'on va se faire repérer pour un TEDx. Comme un peu si c'était un agent de talent de mannequin qui va repérer une petite fille magnifique dans la rue. J'ai l'impression qu'il y a un peu cette idée du TEDx, je vais me faire repérer pour un TEDx sur les réseaux sociaux, etc. Alors oui, il y a totalement des chances que ça arrive, et chez Ramène ta fraise, j'en ai eu quelques-unes, mais les chances que ça arrive, si on attend que ça tombe, sont très faibles. Il faut vraiment avoir une stratégie si on veut faire un TEDx. C'est-à-dire, ça va être une stratégie déjà de réseau. En fait, il faut contacter et connecter avec les bons décideurs, ceux qui vont organiser les TEDx. Donc les Julia du passé, les étudiants qui organisent les TEDx, c'est avec eux qu'il faut nouer des contacts et des relations. Donc très important.
Et il faut se dire aussi que TEDx, c'est un peu comme une recherche d'emploi. Il y a l'offre d'emploi, mais derrière, il y a le marché caché de l'emploi. Il y a toutes les offres qui sont pourvues uniquement grâce au réseau. Donc, il ne faut pas non plus attendre de voir un appel à candidature ou un appel à projet pour un TEDx. Il faut aussi, en amont, bien se positionner et savoir exactement à quel moment les recruteurs vont choisir. Parce que moi, quand j'étais TEDx speaker, on avait toujours une partie des gens qu'on avait déjà présélectionnés avant même d'annoncer publiquement, parce que c'était des gens qui nous avaient contactés peut-être pour les éditions d'avant, qu'on avait bloqués, etc. Donc le réseau est fondamental et bien plus important que ce que beaucoup de gens pensent. C'est ce réseau-là qui va vous recommander et qui va vous permettre d'accéder beaucoup plus facilement. Pareil, est-ce qu'il y a des gens qui pensaient qu'il fallait se faire repérer, qu'il fallait attendre qu'on voit l'histoire? Ouais, pareil, ok. Toi aussi? D'autres personnes? Ouais, ok. Bon bah cool, déjà, si ça casse un peu des mythes, c'est l'objectif. Et la troisième idée reçue, c'est de commencer à se préparer une fois qu'on a été sélectionné pour le TEDx. C'est-à-dire qu'on peut se dire, ok, je vais faire un TEDx, donc je passe les candidatures, mais je préparerai un petit peu mon TEDx. Après, une fois que je suis dedans et que je vais faire passer mon message, je vais avoir des coachs, je vais avoir des gens qui vont m'aider. Oui, sauf que, en fait, pour arriver à la scène de TEDx, il y a déjà des sélections à passer en amont. C'est-à-dire que selon les TEDx, soit ça va être un oral avec des personnes, soit ça va être un formulaire de candidature à remplir où il va falloir expliquer quel est son message, son pourquoi. Et il y a même des TEDx qui organisent un petit peu des espèces de compétitions d'art oratoire où ils font venir tous les intervenants qui sont en lice et ils les font parler 3 à 4 minutes et ensuite ils vont choisir parmi les intervenants lesquels étaient les meilleurs pour ensuite les présenter à la vraie conférence TEDx. D'où l'importance de se préparer pour postuler comme le vrai TEDx. C'est-à-dire que quand on candidate, il faut qu'on sache déjà quel est notre message, il faut qu'on sache déjà notre storytelling, qu'est-ce qu'on va raconter, pourquoi c'est nous. Il faut qu'on soit déjà prêt en termes de prise de parole en public, etc. Pour qu'ensuite, quand on est en face des candidats et des recruteurs, on soit prêt, on soit convaincant à ce moment-là. Et je vous ai mis un petit témoignage de Aïna qui a fait cette expérience-là justement, qui a été dans le même TEDx que celui dont je vous parlais juste avant à Massy, où il n'y a pas de tête d'affiche, et qui m'avait demandé conseil, que j'avais coaché juste avant son TEDx parce que il y avait une grosse sélection et il y avait beaucoup de candidats, et ça l'a fait, donc elle a été sélectionnée, elle est TEDx speaker maintenant. Donc ne pas sous-estimer l'importance de la préparation. Donc pareil, est-ce qu'il y a des gens qui pensaient qu'il fallait se préparer juste à partir du moment? Ouais, il y en a d'autres, n'hésitez pas à lever la main. Ok, pas mal quand même. Merci pour vos partages. Ok, donc là on va rentrer dans le vif du sujet, le plan d'action pour devenir TEDx speaker. Donc j'ai commencé à en parler, j'ai commencé à donner des petits éléments de réponse pour qu'ensuite je puisse uniformiser tout ça. Donc les 5 étapes qui pour moi sont vraiment fondamentales, c'est premièrement de construire sa légitimité. Et j'ai appelé ça la légitimité interne et externe. C'est-à-dire que vous, au fond de vous, déjà il faut que vous soyez convaincu. Parce que c'est quand on est convaincu qu'on est convaincant. Donc moi, je vous parlais de mon syndrome de l'imposteur avant. Le syndrome de l'imposteur, c'est pas top pour être convaincant. Donc on va travailler sur ça là, dans l'exercice après. Il faut vraiment que dans vos tripes, vous sentiez qu'il y a quelque chose à partager. Et j'ai mis aussi la légitimité externe. Légitimité externe, c'est vis-à-vis des gens qui vont vous recruter, des gens que vous avez en face de vous. En quoi vous êtes légitime pour eux? Quels sont les éléments de votre parcours, de votre expérience, de votre expertise qui font que vous avez votre place? C'est un peu la question pourquoi moi en fait. Ils vont vous demander pourquoi on devrait vous sélectionner vous? Et là cette question elle met en panique parce qu'il faut se vendre. Mais du coup c'est pour ça que c'est important d'être préparé. C'est que dans votre tête vous avez vos points, vous avez pour ça, et comme ça vous êtes solide quand on vous pose la question. La deuxième chose qui est très importante pour préparer un TEDx, c'est de définir son message. Donc il faut savoir très clairement c'est quoi l'idée forte que j'ai envie de faire passer, et surtout un message différenciant et unique. Et je mets beaucoup d'importance sur ça, c'est qu'il y a déjà énormément de TEDx qui existent, et quel que soit le message que vous voulez faire passer, il y a probablement déjà quelqu'un qui l'a dit avant. Et donc la question c'est pourquoi on devrait dire ça une fois de plus? Quel est l'angle un peu différent que moi j'apporte? Est-ce que je fais une nouvelle connexion entre 2 idées? Toi par exemple c'est super intéressant, tu disais je mêle les maths, la philo, etc. Exploite ça à fond et vois c'est quoi la connexion d'idées que tu peux faire entre ça. Et vraiment j'insiste là-dessus parce que particulièrement pour les profils qui sont multipassionnés,
Parfois, on peut avoir un peu un syndrome de l'imposteur en disant qu'on a touché à plein de choses et on ne sait pas trop. En vrai, c'est une force parce que du coup, ça vous permet d'avoir un regard croisé sur des choses et donc du coup, un nouveau regard. Donc, exploitez ces différences à fond. Si vous avez des singularités, exploitez vos singularités à fond parce que c'est ça qui va faire que vous n'allez pas être une copie conforme. Je vous fais un peu un cliché, mais du coup, faire un TEDx pour dire j'ai fait un burn-out et j'ai changé de vie, c'est un peu un lieu commun. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui ont cette histoire-là. Qu'est-ce que vous pouvez raconter qui est différent de ce qui se fait déjà? Ok. Troisième chose, c'est construire son personal branding de conférencier. Et j'insiste sur personal branding de conférencier. Peut-être que vous avez déjà un personal branding en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur, dont le but est de vous ramener des clients. Mais conférencier, étant donné que vous avez un message à faire passer, c'est pas forcément exactement le même que celui qui vous ramène des clients. Et c'est aussi un message qui vous demande un peu plus de raconter votre histoire, de raconter votre vision, de raconter votre pourquoi. Donc, d'où l'importance de se dire, dans mon contenu actuellement, est-ce que mon message est clair? Est-ce que je suis déjà en train de faire passer le message que j'ai envie de faire passer dans un futur TEDx? Et sinon, y a un recalibrage à faire sur la stratégie de contenu pour que le contenu soit vraiment au service de ce futur TEDx et qu'un recruteur TEDx qui tombe sur votre profil comprenne en fait là où vous voulez en venir. Je vous donne un exemple, quelqu'un qui a une agence de com et qui s'est fait harceler quand elle était petite, mais du coup et elle veut faire un TEDx sur le harcèlement, mais tout son branding il est uniquement sur la stratégie de com, etc. Du coup c'est plus compliqué de se projeter, donc c'est aussi intéressant pour elle de raconter son histoire, même si ça n'a pas de lien avec son expertise, parce que c'est au service de son message et que de toute façon le TEDx sera public, donc autant le partager déjà sur les réseaux sociaux puisque tout le monde le verra. Quatrième chose qu'on va voir, c'est comment nouer des relations stratégiques. Je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de recrutements de TEDx qui se font avec les recommandations, avec le réseau, avec des contacts directs. En fait, si je synthétise un petit peu, il y a deux ou trois grandes façons de faire un TEDx. En vrai, deux. Soit je prospecte un intervenant, par exemple Cédric Villani, c'est sûrement comme ça. Cédric Villani n'a pas complété un formulaire pour candidater et devenir TEDx speaker. C'est les personnes qui organisent le TEDx qui vont le chasser entre guillemets parce que c'est une grosse tête qui va ramener du monde, etc. Et qui c'est pas évident d'ailleurs parce que Cédric Villani n'a plus besoin de faire un TEDx, il est déjà assez connu. Soit on va faire un appel à candidature qui sera ouvert au public et auquel tout le monde, entre guillemets, tout le monde peut candidater. Sauf que pas tout le monde n'est prêt, pas tout le monde a un bon message, pas tout le monde ne voit ces appels à la candidature. Donc encore faut-il savoir où est-ce qu'ils sont, à quel moment, quelle est l'expertise de ce TEDx-là, quel est leur penchant, est-ce qu'ils ont un penchant un peu plus business, est-ce qu'ils ont un penchant un peu plus ingé, etc. Et la cinquième chose, c'est se préparer aux sélections écrites et orales. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut se préparer en amont. Le moment où vous parlez devant le recruteur, c'est déjà trop tard. En fait, il faut que dans votre tête, vous sachiez déjà ce que vous voulez dire, votre message, pourquoi vous êtes légitime, que vous ayez travaillé la voix, la posture, le langage non verbal. Surtout s'il y a des TEDx où vous avez un entretien en vrai. Hyper important que vous soyez solide et prêt. Donc maintenant, on va refaire une partie un peu atelier, parce que je trouve que c'est ce qui fait le plus réfléchir. Et on va reprendre un peu point par point pour chaque point de cette liste. Je vous ai préparé des petites questions d'auto-coaching, on va dire, pour vous faire réfléchir et pour vous amener un peu plus loin vers cette expérience de TEDx speaker. Donc la première question que j'ai envie de vous partager sur le sujet de la légitimité, c'est de compléter une phrase qui est d'ailleurs crédit à Ruben qui nous a partagé cette phrase. C'est de compléter la phrase « Je suis légitime car ». Et là, en fait, la question, c'est pas est-ce que je suis légitime. Vous partez du postulat que vous êtes légitime. Vous allez juste chercher des justifications à votre cerveau que vous l'êtes. Et vous pouvez aller chercher dans vos expériences professionnelles, vous pouvez aller chercher dans les personnes que vous avez impactées dans votre vie, vous pouvez aller chercher dans votre histoire, dans tout ce que vous avez dû traverser, peu importe, pro, perso, allez chercher partout. Mais juste répondre à cette question, je suis légitime car, et listez autant de points que vous pouvez. Ne vous limitez pas à 3 ou 5. La liste peut être infinie. Oui, vas-y. Juste avant de passer sur la partie atelier et par rapport à ton retour d'expérience, moi je suis pas très claire parce que donc les TEDx sont organisés principalement par les écoles. Quand tu dis il faut savoir quand est-ce que c'est publié, quand est-ce qu'il y a des appels à candidature, mais qui en est à l'origine. Donc ça c'est pas hyper clair pour moi de savoir comment est-ce qu'on fait pour avoir la vision exhaustive des TEDx qui ont lieu en France,
avec quelle particularité, et donc comment on fait un peu notre power map de ben voilà, je veux cibler plutôt tel et tel TEDx à tel et tel endroit, et donc tel et tel ambassadeur. Mais peut-être prévu d'en parler juste après, mais en tout cas c'est un point qui est pas très très clair pour moi. Ouais, on va la faire dans la partie relations strat, mais excellente question. C'est le cœur du sujet. Ok. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire comme on a fait tout à l'heure avec le pourquoi. C'est que de passer le micro et de dire haut et fort pourquoi vous êtes légitime. C'est un moment que j'aime beaucoup dans les conférences. Et le fait d'entendre les arguments des autres, ça vous aidera aussi mutuellement à vous dire ah ben c'est vrai que moi aussi j'ai fait ça, ou moi aussi j'ai fait ça, etc. Donc encore une fois, s'il y a des personnes qui ont envie de partager, le micro est à vous et je le fais passer entre vous. Il y a un deuxième micro pour ça. Ah bah trop bien. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de le faire? Allez, trop bien, merci. Merci. Du coup, en ce moment, je traverse beaucoup de milieux différents. Je parle à beaucoup de gens différents, de tous âges, de tout profil. Ça peut être des gens qui travaillent au ministère, des entrepreneurs, n'importe qui, des amis. Et toutes ces personnes-là, il y a quelque chose qui résonne. Ça peut être n'importe quel terrain. Voilà, je sais que je suis reconnu pour formuler les choses de manière très claire, mettre des mots sur un ressenti, ce genre de choses. Donc là, j'ai une valeur ajoutée. Je ne sais pas encore quoi en faire. Et juste par rapport à un problème, par rapport à la question, un problème que je peux pressentir, c'est que je sens que par contre, j'ai rien à vendre encore. Je me sens pas légitime à vendre quelque chose. Ce terrain-là, il me met mal à l'aise pour l'instant. Merci. Bah, en fait, pour te rassurer, t'as pas besoin d'avoir quelque chose à vendre pour faire un TEDx, loin de là, parce que regarde, les gens, par exemple, qui faisaient avant, c'était des doctorants, des chercheurs, ils ont rien à vendre, c'est pas des entrepreneurs qui veulent te vendre leur solution, qui vont l'utiliser pour passer sur BFM derrière et tout. Donc c'est même plutôt une force, parce que du coup, quand tu te présentes à quelqu'un, t'es purement dans un acte, on va dire, désintéressé, même si bien sûr que c'est une reconnaissance, etc., mais c'est pas du tout un problème. Ok, oui, je précise, oui, c'est vrai que moi, je ne l'ai pas précisé, mais dans ma tête, c'est parce qu'avant le TEDx, en fait, j'ai prévu de faire de la création de contenu avant, donc un blog, peut-être une chaîne YouTube, ce genre de choses, où là, c'est difficile, si on n'a pas un call to action très clair, difficile d'intéresser les gens, en fait. Je crois que c'est un code qui est dans l'esprit commun, enfin, voilà. Moi, je pense l'inverse. Je pense que les gens, ils aiment pas forcément être pitchés des choses, et que justement, si tu as un contenu qui est désintéressé, où tu fais passer un message, où tu as une valeur d'apprentissage, où tu veux passer du contenu, bah, au contraire, ça intéresse les gens. C'est ma croyance. Bon, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de partager? Vas-y. Alors moi, je te rejoins un peu parce que moi, j'ai un parcours atypique. J'ai commencé comme comédienne. Aujourd'hui, je fais du bilan de compétences. Et je suis passée par plein d'étapes dans ma vie. Et je crois qu'en fait, c'est ça, c'est le parcours que j'ai. Et plus je travaille sur moi, plus j'avance, plus je sais que mon parcours inspire des gens. Ne serait-ce que samedi, là, tu vois, j'ai croisé des gens et ils m'ont dit « Waouh, mais ça a été impressionnante. Tu as une force de caractère, tu as une envie, tu partages et tu inspires. » Et je découvre en fait que c'est ma force. Enfin, je prends conscience que c'est ma force. Voilà. Et en fait, j'ai marqué que ça. Bah, c'est bien déjà, c'est super. Vas-y. Alors, je suis légitime car j'ai eu que des positions au sein de comités de direction, c'est-à-dire que j'ai commencé mon parcours professionnel en intégrant un comité de direction au bout de 6 mois. Je n'ai fait que ça et je n'ai finalement fait que travailler avec des comités de direction. Donc je bosse dans la stratégie et en fait c'est un truc que je me rends compte que je mets jamais en avant. En fait je suis hyper légitime sur le sujet mais je le cache parce que je l'ai fait ça très jeune. J'ai assisté à des projets de transformation digitale stratégique avec Alibaba, donc tout sur stratégie digitale. J'ai vécu 10 ans dans un pays où le digital était 100 fois plus avancé qu'en France. Donc en fait ici, c'est facile. Donc en fait je suis légitime parce que je suis multipotentielle, j'accroche sur plein de sujets, je suis intéressée par plein de sujets et du coup je suis capable au niveau stratégie de relier tous ces sujets ensemble pour apporter un point de vue qui est différent des autres.
Ouais, dit à l'oral comme ça, je l'ai jamais posé à l'écrit avant. Hein, donc... Mais en fait, ouais, ça fait réfléchir. Parce que il y a encore 2 jours, j'avais le syndrome de l'imposteur. C'est trop cool quand ça vient de soi, en fait. Les autres peuvent nous dire t'es légitime, mais en fait, si ça vient pas de l'intérieur, ça marche pas. Donc trop bien, bravo. Vas-y, je t'en prie. Alors bonjour, moi c'est Fabienne. Tu peux coller bien ton micro. Oui, alors je m'appelle Fabienne. Déjà là, je sors de ma zone de confort et je combats mon syndrome de l'imposteur déjà seulement de le faire. Bravo. Alors, je suis légitime parce que déjà, je suis coach en libération émotionnelle, introspection et bien-être. Pourquoi je suis devenue coach ? Parce que je suis passée par plusieurs étapes. J'ai vécu les exercices que je donne à mes clientes. J'ai vécu toutes ces étapes. Je suis passée par des moments difficiles. J'ai la résilience qui est là. J'ai un parcours de vie. J'aime les gens. J'aime les personnes. J'aime les voir briller. J'aime les inspirer. Je suis légitime parce que j'ai écrit un livre sur le sujet, les différentes étapes qui fragilisent les femmes, les différentes étapes de vie qui les fragilisent et qui leur demandent de la résilience, de la force. Donc, je fais tout ça pour le syndrome de l'imposteur. Hein. Je fais tout ça pour le dépasser. Et bon, voilà. Qu'est-ce que j'avais dit encore ouais. Non, je dirais c'est à peu près tout. C'est déjà très bien. Bravo d'être dépassé en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de partager ou sinon vas-y. Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Moana. Je pense que je suis la plus petite d'entre vous. Oui, je suis désolée. Vous paraissez pas vieux, mais c'est juste que je connais mon âge. J'ai 19 ans. J'ai 19 ans. Et alors, je pense que... Contrairement à vous, j'ai pas encore de sujet de TEDx, mais j'aimerais beaucoup, pourquoi pas, un jour, être un peu comédienne et tout, un peu comme vous avant, et faire de l'humour. Et donc, je me suis posé la question, pourquoi je serais légitime à parler devant 1 milliard de personnes, si Dieu me le permet. Et alors, j'avais très très peur de faire cet exercice-là parce que je me suis dit que du coup, tu dois un peu te vendre. Et le fait de se vendre, est-ce que c'est pas du coup un manque d'humilité on a trop peur de penser que les gens pensent de toi que tu as le melon. Donc, j'ai pas le melon, j'ai pas les chevilles grosses, d'accord ? Mais je trouve être une personne qui est éloquente de par mes expériences, étant donné que du coup, j'ai fait un concours d'éloquence auquel j'ai gagné. Je trouve aussi que je peux avoir des messages qui sont impactants et que je peux potentiellement être inspirante. Je trouve aussi être assez attractive et amusante. Enfin, vous avez rigolé un peu, donc je considère que je suis amusante. J'ai de l'humour, etc. Et je trouve aussi être une personne qui est assez ouverte, bienveillante et cultivée. J'aime apprendre des gens. J'aime comprendre les gens. Peu importe ton orientation, ta religion, ta couleur, etc. J'aime les gens, tout simplement. Et donc, ça fait de moi une personne qui, oui, en effet, qui est assez ouverte. Et donc, forcément, quand je vais prendre la parole, je vais, je pense, toucher un maximum de personnes de par mon ouverture. Donc, voilà pourquoi je suis légitime. C'est hyper intéressant ce que tu as dit sur l'humilité. J'ai lu un excellent post LinkedIn l'autre jour. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a des choses intéressantes sur LinkedIn. Mais en fait, il disait qu'en France, justement, on a une très mauvaise image de l'humilité, dans le sens où on doit absolument chercher à être humble et pas trop montrer qu'on a confiance en soi, pas trop montrer qu'on sait des choses. Alors qu'en fait, et le post c'était hyper intéressant, il disait mais quel est le mal à dire aux gens je suis compétent là-dessus ou je sais faire ça, ou d'avoir d'une certaine confiance dans ses capacités, et on valorise le fait de ne pas avoir confiance en soi. Et en fait ça crée des sociétés où du coup les gens on est tous là avec notre syndrome de l'imposteur bloqué. Donc en fait peut-être que le truc à débloquer c'est peut-être que j'ai confiance en moi, et est-ce que c'est un problème, tu vois? Et on a tellement été éduqués dans le fait
fait que il faut rester, surtout quand on est une femme, faut rester à sa place, faut pas paraître prétentieuse, faut pas trop montrer, faut pas avoir l'air supérieur, et finalement ça nous dessert plus qu'autre chose. Donc je pense que la nouvelle chose à débloquer justement, c'est peut-être être un peu prétentieuse, parce que finalement, déjà, on part de tellement bas en termes de prétention que même ce que nous, on pense être prétentieux, c'est juste parfois pour des mecs la normale. Donc, n'ayez pas peur d'être prétentieuse. Trop bien, merci pour tous vos partages. Ok, dernier. Moi, avant, j'avais le syndrome de l'imposteur. Puis je me suis rendu compte que, regardez, les gros imposteurs, mais les vrais, quoi, les Elon Musk de ce monde, eux, ils doutent pas, hein. Ils doutent jamais, hein. Et on veut pas mieux, on veut pas moins qu'eux. Donc, merde, voilà. Voilà, merde. Vas-y, Chloé. Je voulais juste apporter une réflexion par rapport à ça. Moi, je pense qu'il y a un sujet autour de ce qu'on définit être une expertise. En fait, on se sent parfois syndrome de l'imposteur parce que on se sent pas assez expert d'un sujet et on se dit, je vais prendre la parole et on va déconstruire ce que je raconte, ou on va pas être d'accord avec moi, on va s'opposer à moi, etc. Et en fait, je pense que avoir des compétences, avoir une expérience, avoir un parcours et le partager, ça fait pas nous des experts. Et en fait, je pense sincèrement que ce terme d'expertise, il est galvaudé maintenant à plein d'égards. Et que comment créer sa légitimité tout en restant humble, c'est pas se positionner en tant qu'expert, c'est en se positionnant avec sa propre parole, qui est issue de son expérience, de ses expériences, de son expertise, de ses apprentissages, et au contraire se nourrir aussi de points de vue qui peuvent être différents et d'être challengé. Et je trouve que ça permet de voir les choses de façon complètement différente, en fait, juste de se dire non, je suis pas experte, je suis juste moi, mais je pense que par rapport à ce que j'ai vécu et ce que j'ai appris, je pense que j'ai quelque chose d'intéressant à partager, et d'être dans cette démarche de curiosité aussi permanente où on se dit oui, effectivement, après j'ai appris ça, je sais ça et j'ai envie de vous partager ça, et en même temps je suis convaincue qu'il y a plein de gens qui ont plein de choses aussi à m'apporter, et que mon expertise entre guillemets, elle va continuer à se construire avec le temps, avec l'entièreté des échanges positifs ou challenging que je vais pouvoir recevoir par rapport au message que je veux passer. Donc en tout cas, moi j'essaie de le voir un peu de cette façon-là, et je trouve que ça m'aide à sortir un peu de ce syndrome de l'imposteur où non, en fait je suis pas en train de dire que je suis la meilleure du monde et que je suis experte, pas du tout. Je suis juste en train de dire que j'ai un avis sur le sujet et je suis ouverte à la discussion. Yes, j'aime beaucoup ce que tu partages, et d'ailleurs c'est sur LinkedIn, il y a Ulysse Lubin qui parle beaucoup de justement ne pas avoir la posture de l'expert, mais avoir la posture d'explorateur, de quelqu'un qui va explorer des choses. Donc selon le domaine dans lequel on est, c'est plus compliqué d'avoir la posture de l'explorateur, parce que dans nos domaines, si on est entrepreneur, on est quand même censé savoir ce qu'on fait. Mais en tout cas sur un TEDx, avoir la posture de, en fait, j'ai pas la science infuse, j'ai pas la prétention que ce que je dis ça concerne tout le monde, mais que ça peut aider d'autres gens, que ça c'est mon vécu, et que voilà, si j'aurais aimé en tout cas moi savoir ça avant, en fait déjà ça décomplexe. Donc merci d'avoir partagé ça, Chloé. Trop bien. Je vous propose de passer à l'atelier d'après, qui est définir son message unique et différenciant. Donc là, la question que j'ai envie de vous poser, c'est justement vous, quelle est la croyance forte, quel est le message fort que vous aimeriez faire passer? Et c'est très difficile parce que y a plein de choses qui vont ressortir. Vous avez sûrement plein de messages que vous avez envie de faire passer. Mais vous savez, dans un TEDx, la phrase la plus importante, c'est la phrase de la fin. C'est la dernière phrase, c'est les derniers mots que les gens vont retenir. Donc, même si vous n'avez pas la réponse définie maintenant, c'est normal, vous pouvez en mettre plein. Mais en fait, ce que j'aimerais qu'on fasse faire comme travail avec vous, c'est de se dire, ok, je pose un peu tous les messages qui me viennent, et est-ce que de tous ces messages-là, il n'y a pas une quintessence qui va ressortir? Il n'y a pas un message qui est plus fort que les autres, ou un message qui englobe les autres, qui est vraiment, voilà, si je dois mourir demain et que j'ai un seul message à faire passer, c'est ça que j'ai envie que les gens retiennent de moi. Gros programme, hein. Donc, je vais vous laisser du temps, pareil, pour cet exercice qui est très challenging, mais qui est très important, qui, en fait, définit aussi votre clarté personnelle. C'est-à-dire, si demain, je sais pas, vous êtes à un event, voilà, tu veux faire une conférence, ah ouais, tu veux faire une conférence sur quoi? Bam, j'ai ma phrase, et du coup, vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui est perdu, qui sait pas dans quel sens il veut aller. Ok, donc on va prendre le temps. Prenez le temps d'y réfléchir, et surtout, ne vous dites pas que vous devez trouver the réponse maintenant. Commencez par lister tout ce que vous avez en tête. Ensuite, vous pouvez faire des familles. Peut-être qu'il y a des sujets qui sont plus perso, il y a des sujets qui sont plus pro, etc. Après, par rapport aussi au but de votre TEDx, si votre but c'est plutôt de faire un message très personnel ou de servir votre carrière, vous allez choisir plutôt les messages qui servent à votre carrière. Et ensuite, avec ces familles, vous allez arriver à des petites conclusions. Ok ? Prenez le temps.
Prenez le temps, c'est pas du tout un exercice facile. Et surtout, le but, c'est pas d'avoir la réponse, c'est de se poser la question. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà envie de partager le message qu'elles ont identifié ou les messages? Ça n'a pas besoin d'être un truc défini, c'est un work in progress. Moi, je suis partie d'un constat et je voulais pas le tourner en négatif, donc j'ai essayé de trouver les antonymes aussi du message. C'est que je trouve que souvent les femmes sont résignées parce qu'elles doivent lutter par rapport à beaucoup de choses, et autour de moi en tout cas j'ai beaucoup d'amis qui disent c'est comme ça, de toute façon à mon âge, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, voilà. Donc le message, je l'ai formulé un peu comme ça, c'est: tu mérites de vivre une vie pleine et audacieuse, justement pour lutter contre toutes les injonctions qui pèsent sur les femmes, voilà. Et tu peux spécifier dans quel domaine? Oui, pardon. Moi, je suis déléguée départementale aux droits des femmes, donc je travaille sur tout ce qui est lutte contre les violences faites aux femmes, la place des femmes dans l'entrepreneuriat, l'accès des femmes aux postes à responsabilité et tout ça, et aussi la place des femmes dans le domaine du sport, de la culture, de l'art, voilà. Merci pour ton partage. Merci beaucoup. Du coup, moi, mon message, en fait, ce qui me touche, en tout cas, c'est justement la fidélité à son axe intérieur, qui est en général un travail silencieux et difficile et profond. Et dans un monde qui valorise justement, où on entend beaucoup d'injonctions sur LinkedIn, de bruit qui valorise beaucoup justement l'image, et où on peut facilement, si on a les moyens, en fait, payer des gens qui vont s'occuper pour nous de nous mettre en avant, etc. Enfin voilà, il y a cette espèce de petite injustice, parce qu'on parlait tout à l'heure d'interne et externe, et ça résonnait pas mal, parce que c'est quelque chose il y a toujours ces deux facettes en fait là, et on en oublie souvent une, où on prend un raccourci vers la seconde, vers l'externe. Ça, c'est ton message? Ouais, c'est le work in progress de mon message. Ouais, donc c'est la lutte invisible pour rester fidèle à son axe intérieur dans un monde qui valorise, principalement, dont les algorithmes en fait mettent naturellement l'image au centre. Ok, donc c'est en gros, il faut lutter pour être fidèle à soi-même quand tout te pousse à jouer à un jeu un peu d'égo. Ouais, trouver cet alignement, en fait, cet alignement entre interne et externe, sans que l'un prenne le pas, c'est-à-dire qu'on soit trop profond, quitte à être invisible, ou justement trop dans la démonstration, quitte à se perdre soi-même. Voilà, c'est ça. Ok, merci, bravo d'avoir accouché de ça, de cette pensée. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de partager leur message, prêt ou pas prêt, confus ou pas confus? Vas-y. J'ai déjà préparé mon coup. Alors moi, j'ai énormément de messages à faire passer, donc je vais essayer d'être très brève. Mon premier, c'est chaque jeune a une voix, et cette voix compte. Je trouve que c'est important pour les jeunes de se dire qu'on est légitime, parce que dans mes expériences passées, je me disais très souvent, vu que je suis jeune, on va pas vouloir m'écouter, on va penser que ma voix ne compte pas, que mes expériences, puisque étant donné que je suis jeune, j'en ai pas eu beaucoup, ne comptent pas. Et donc, je trouve que c'est important qu'on mette une importance à nos expériences, bien qu'elles soient minimes, parce que on est l'avenir, quoi, sans vouloir me jeter des fleurs. Le deuxième message que j'ai envie de faire passer, c'est que, alors en une phrase, le monde est en détresse médiatique, et si lâcher nos téléphones pouvait nous sauver. Et dans ce message-là, j'ai un peu envie d'inclure aussi la santé mentale, puisque je trouve que à travers en fait nos téléphones, et c'est pour ça que je dis détresse médiatique, que ce soit nos téléphones, nos télés, etc., à chaque écran, on a très souvent en fait que des informations archi négatives. On a aussi des intentions négatives inconscientes, bien évidemment. C'est-à-dire que par exemple, quand on traîne sur Instagram et qu'on voit une jolie nana, on est en mode elle a moins de graisse que moi, elle a une police, etc. Donc ça fait partie du coup de cette détresse médiatique qui fait que forcément on va se comparer, donc se penser inférieur,
et ça risque du coup d'impacter notre santé mentale. Et donc pourquoi pas lâcher nos téléphones et être un peu plus avec les gens qui, eux, à contrario, quand on est sans nos téléphones, je trouve qu'on se valorise beaucoup plus. Alors que si on est sur nos téléphones, on ne se valorise pas tant que ça. Et le dernier message, et je vous jure qu'après ça j'ai fini, avoir confiance en soi amène une aura auquel les gens vous donneront confiance. Et c'est plutôt par rapport à l'expérience que j'ai pu avoir avec du coup notre groupe de mentorat ambitieuse. Le fait d'avoir eu confiance en moi, ça a inspiré d'autres à avoir confiance et à me donner confiance. Et étant une personne qui a du mal aussi à donner sa confiance aux autres, quand je vois qu'une personne a confiance en elle, j'ai tout de suite envie de lui donner confiance et de lui confier des choses archi intimes. Mais c'est parce que du coup, tu me le montres, c'est toi en fait. Et donc je trouve que c'est archi important si on veut créer des relations humaines, etc. Donc voilà, j'ai fini. Bravo. Et après, c'est trop intéressant parce que toi, déjà, je te vois trop faire un one-man show, donc tu peux parler de plein de sujets. Et dans la perspective d'un TEDx aussi, il y a des liens qui se font entre la jeunesse qui a une voix, le fait que la jeunesse est très exposée à des messages. Tu vois, tout ça, c'est pas... En fait, si on creuse, c'est pas des trucs qui sont dans des directions différentes. En fait, ça va dans un même tout. Et donc, en fait, si on avait plus de temps, on pourrait creuser derrière c'est quoi le message. Bravo. Trop bien. Merci à tous d'avoir partagé vos réflexions. Je sais que c'est pas déterminé, mais je vous encourage du coup à continuer à y réfléchir après cette conférence. Le but, c'est juste d'ouvrir un espace et que ça se prolonge après avec toutes vos futures expériences. Alors, on va passer à la partie 3, donc construire son personal branding de conférencier autour de son message. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, la présence sur les réseaux sociaux, elle est très importante quand on veut faire un TEDx parce que déjà, c'est votre vitrine pro, donc vous-même, ça vous permet de vous faire repérer auprès des futurs TEDx. Si demain, vous candidatez à un TEDx, on va tout de suite aller voir votre profil LinkedIn, qu'est-ce que vous racontez, qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi vous êtes légitime, voilà, est-ce que vous avez des choses intéressantes à dire. Donc il faut que votre LinkedIn soit une vraie vitrine du message que vous avez envie de faire passer, même s'il est un peu différent peut-être de votre expertise, etc. Donc ça, c'est pour le message. Et la deuxième chose qui est très importante sur les réseaux sociaux, c'est que si vous avez envie de donner des conférences, c'est aussi important de se montrer avec des images de conférenciers. Mais oui, vraiment, c'est important de se montrer avec un micro. Et ça peut paraître ridicule, mais en fait, moi, j'ai senti une vraie différence dans le nombre de conférences que je recevais depuis que je fous ma gueule avec des micros à chaque post LinkedIn. Parce qu'en fait, du coup, les gens ont compris que je fais des conférences, que je sais parler, que je sais inspirer un public, que j'ai des choses à raconter, etc. Et ils savent pas forcément peut-être de quoi tout de suite, mais en tout cas, c'est associé et ça fait tout de suite crédible. Donc très très important de miser sur la photo. Si vous avez envie de vous développer dans cette voie, ça peut être, si vous donnez une intervention, d'avoir un photographe qui vient avec vous. Même quand vous donnez une intervention, de ne pas hésiter à prendre des photos, même à l'iPhone, même si ça fait beaucoup moins crédible qu'une vraie photo d'un photographe. Mais miser sur l'image est très très important, encore plus maintenant. Oui. Ouais, c'est ça. Moi, je le mets partout. Je veux qu'on comprenne. Mais oui, totalement, c'est très très important. Du coup, là, ce que j'ai envie de vous faire comme exercice, c'est à partir du message que vous avez défini précédemment, comment vous pourriez décliner ça en idée de post ou de contenu. Donc, vous pouvez trouver juste 2-3 idées qui vont vous permettre de faire rayonner ce message-là sur les réseaux sociaux pour qu'il ne reste pas dans l'enceinte de cette salle, mais qu'il soit déjà diffusé dans l'internet. Donc c'est parti, je vous laisse quelques minutes encore pour réfléchir. Et après cette partie message, on attaquera la partie qui est très importante, qui est le networking, le réseau. Chloé, je t'oublie pas. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de partager justement en termes de contenu, de transmission du message, comment elles pourraient diffuser ça ? Comment elles pourraient... Vas-y, Maria. Donc moi, mon message, c'était prenez soin de votre vie comme vous prenez soin du séjour de vos clients à l'hôtel, parce qu'on sait prendre soin des autres, mais pas de soi. Pour ceux qui connaissent un peu le magnifique milieu de l'hôtellerie-restauration, c'est on compte pas les heures, on va pas pisser, on oublie de manger, on dort mal,
on divorce, voilà, donc tout va bien. Et en fait, c'est aussi parce qu'ils n'ont même pas le temps de prendre des rendez-vous médicaux, ni d'aller voir un psy s'il y a besoin. Et Dieu sait que dans l'hôtellerie, quand on fait ce métier par passion, c'est qu'il y a du lourd au niveau familial. Donc c'est un peu... j'avais même pas le temps d'aller chez le médecin pour des check-up, donc je risquais pas de prendre soin de ma santé mentale. C'est un peu l'accroche, parce que c'est... Ouais, bah du coup c'est ma fin finale de mon TEDx. Non, je rigole. Mais c'est ça, c'est prendre soin de votre vie comme vous prenez soin du séjour des clients. Le soin que vous apportez aux autres, en fait, à un moment donné, faut commencer par soi, mais ça c'est un truc, voilà. Et les cadres de l'hôtellerie sont très bons pour cadrer les autres, mais incapables de s'appliquer eux-mêmes une hygiène de vie, de respecter les heures qui se fixent, voilà. Donc c'est aussi de dire, tu sais pas le faire pour toi, donc arrête de prétendre que tu sais le faire pour les autres, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, en étant entrepreneur, en étant passé de ce monde-là à l'entrepreneuriat, j'ai compris que j'avais le même problème. Voilà, j'ai peur de pas être aimée, j'ai peur de dire non à tel client, j'ai peur de tout ça. Donc c'est tout ça, c'est le côté santé mentale, savoir dire non, savoir dire que c'est de la merde de rester hyper tard le soir pour rien. Voilà. Mais je pense que ça concerne beaucoup de secteurs, en vrai. Tous ceux qui sont au forfait jour, en fait. Trop bien, moi, j'aime beaucoup le message, en tout cas l'accroche et le punchline sont au taquet. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a envie de partager les idées de contenu qu'elle aurait à partir de son message? Sinon on va enchaîner sur la partie réseau. Allez, on enchaîne sur la partie réseau. Alors, Chloé me demandait tout à l'heure, concrètement, comment on fait pour avoir des opportunités de TEDx, pour savoir quels sont les TEDx qui recrutent, pour se positionner et pour définir sa power map. Donc je vais vous expliquer. Le moyen pour savoir les TEDx qui arrivent, c'est sur le site de TED. Il y a un onglet qui s'appelle Attend, donc en français participer. Et en fait, sur cet onglet-là, vous voyez tous les TEDx dans le monde entier qui vont avoir lieu dans les prochains mois, dans les prochaines années. Ces TEDx-là, c'est des TEDx. En fait, ce que les gens savent pas, c'est que pour faire un TEDx, il faut avoir une licence. C'est-à-dire qu'il faut faire une demande auprès de TED aux États-Unis, un dossier pour dire que notre TEDx sera bien, qu'on va bien respecter les consignes du TEDx, qu'on les a bien comprises, etc. Et une fois qu'on obtient la licence, on peut faire le TEDx. Et cette licence, il faut la renouveler tous les ans. Et donc, à partir du moment où l'organisateur a demandé la licence, l'événement, et s'il est accepté, l'événement est référencé sur le site de TED officiel, donc le TED.com. Donc dans l'onglet dans l'onglet Attend, on voit Attend, donc on choisit les événements en France, et là on va voir tous les événements qui ont lieu. Donc là, si tu y vas, par exemple, j'étais ce matin, tu vas voir qu'à Massy, il y a un TEDx le 28 juin, tu vas voir que il y a au moins 2 ou 3, il y a le TEDx de Paris aussi qui a lieu en juin très bientôt. Donc là, tu vas voir les événements qui arrivent prochainement. Ce que je vous conseille, c'est de participer en présentiel aux événements et de déjà repérer en physique qui sont les organisateurs. Parce qu'en fait, c'est dans les événements en présentiel aussi que les choses se font. Donc profitez d'être à Paris pour y aller. Soit c'est des étudiants, soit c'est des adultes bénévoles qui ont un job salarié et qui ont cet asso à côté dans lequel ils mettent du cœur, etc. Donc allez-y déjà pour repérer les gens, networker avec eux à la fin, parce que tout le monde va parler aux speakers, mais personne ne va parler un peu aux équipes d'organisation. Donc profitez-en pour aller créer du lien et nouer une approche réseau, c'est-à-dire qu'on va pas tout de suite se dire « Et coucou, vous recrutez qui ?» etc. On va commencer par s'intéresser à la personne, principe de base du networking, donc commencer par s'intéresser. Donc si c'est des étudiants, déjà poser des questions sur tu fais quelle école, tu fais quel programme, et tu fais ça à côté de tes études, mais c'est trop bien, et alors, machin, qu'est-ce que ça t'a appris cette année? Donc on va chercher à créer un échange, une vraie relation, et après on peut commencer par curiosité à dire comment vous y êtes pris cette année pour recruter les speakers, est-ce que vous avez mis en place un processus de candidature, et alors vous, c'est quoi vos critères, est-ce que c'est plutôt quelque chose sur les scientifiques, voilà, et après de dire et c'est quand le prochain, l'année prochaine, comment vous allez vous y prendre pour recruter, à partir de quand? Et donc là, dans sa tête, on se dit, on comprend leurs échéances. Parce qu'en gros, pour te donner un peu des dates, nous, on a organisé le TEDx en avril à Gênes et on commençait à recruter en septembre. Donc il faut se positionner bien en amont, au moins 9 mois en amont en général, pour y arriver. Et si 9 mois en avant, c'est le début des candidatures, tu vois, même au final 1 an avant, c'est idéal. Donc ça, c'est mon premier conseil. Deuxième conseil, c'est
c'est aussi se suivre les pages entreprises des TEDx. Parce que c'est très souvent sur les pages entreprises des TEDx qu'il y a les appels à candidature. Donc, c'est de faire un peu ton top 10 des TEDx que tu veux faire. Donc, ça peut être le TEDx par rapport à l'école que tu as faite. Si tu as fait, je sais pas, l'EDEC, il y a un TEDx EDEC. Comme ça, tu auras un lien facile avec les gens parce que tu dis, je suis alumni. Si tu viens de Poitiers, tu peux faire le TEDx Poitiers parce que tu dis, je suis originaire de Poitiers. Donc, en fait, c'est plus facile parce que ça crée un lien d'appartenance. Ou si tu as un TEDx qui, tu vois, il fait souvent des vidéos sur le développement personnel, tu as plus de chances que si tu vas à Massy, là, il n'y a que des ingénieurs. Là, la spiritualité, il ne faut pas trop leur en parler, tu n'as pas des chances. Il faut aussi comprendre que c'est il y a énormément de jugements personnels. C'est-à-dire que d'une année à l'autre, les speakers qui sont choisis, ça dépend énormément de la sensibilité des personnes qui y sont. C'est pas forcément d'une année à l'autre, c'est d'un TEDx à l'autre. C'est-à-dire que moi, ma sensibilité, quand je recrutais, c'était clairement les sujets de santé mentale, d'entrepreneuriat, d'introspection, de réseau. Donc, allez, je mettais en avant les gens que je voulais, les messages que je voulais diffuser. Donc, c'est aussi intéressant d'aller plutôt, si on est plus business, d'aller plutôt vers les écoles de commerce. Si on est plus ingénieur maths physique comme toi, plutôt aller vers les écoles d'ingé. Ok, faut choisir ses publics. Donc, si je synthétise mes deux gros conseils, c'est top 10 des TEDx qu'on a envie de cibler. Allez suivre les pages d'entreprise, voir les posts qui sont publiés, les appels à candidature. Et vous pouvez même remonter sur les pages d'entreprise et voir à quelle période les postes de candidature sont publiés. Comme ça, au moins, vous vous dites, l'année prochaine, normalement, ils ont les mêmes rétro-planning, ils répètent les process, etc. Deuxième chose, quand on va en présentiel, allez en présentiel aux événements autant que vous pouvez networker avec les organisateurs. Troisième chose que vous pouvez faire, c'est d'aller voir, quand tu vas sur le site de TED, tu as un onglet qui s'appelle Attend, et tu peux voir qui détient la licence, c'est-à-dire qui est la personne au sein du TEDx qui va faire la démarche de contacter TED pour avoir la licence. Donc en fait, c'est un peu le chef de projet. Et le chef de projet, tu vas du coup le connaître grâce au site de TED, et ensuite tu l'ajoutes sur LinkedIn, tu lui envoies un message personnalisé, etc. Et c'est là que tu vas commencer à créer une relation avec lui. C'est pas forcément les chefs de projet qui choisissent les speakers. En général, c'est deux profils différents. Chef de projet, en général, c'est plus un manager. Et ensuite, il y a en général un pôle qui s'appelle recrutement des speakers, où j'étais moi, et des personnes qui sont en charge ensuite de l'accompagnement. Mais en tout cas, les responsables de projet peuvent vous dire qui sont les personnes qui recrutent. Donc déjà, vous pouvez leur demander. Ils peuvent vous dire à quelle période ils le font. Et ils peuvent vous mettre en relation éventuellement. Donc c'est très important, c'est des personnes hyper importantes à cibler. Il y a des questions sur la vas-y. J'ai aucune idée du prix pour participer à un TEDx. Ça varie de combien à combien en tant que auditeur, je prends mon spectateur. Ouais. C'est vraiment pas cher, c'est genre dans les 15 €. Là, si tu veux le TEDx de Massy, j'y vais bientôt. Ouais, j'ai payé, là, je suis moins de 25 ans, donc j'ai payé, je crois 20 €. Et sinon, c'est 40 € pour la journée entière. Ça dépend des prix. Il y en a qui sont un peu plus chers que d'autres parce que ils font un événement sur toute la journée. La salle est plus grande, ils ont plus de coûts. Mais voilà, on va dire entre 20 et 40 €. Merci. Justement, j'étais sur TEDx Paris Summit. Et je vois que le tarif standard est à 600 € pour le 19-6. Mais je sais pas si c'est... Je sais pas à quoi ça fait référence cette information-là. Parce que le thème m'intéresse de ouf, donc ok. Donc là, tu m'encourages à continuer à chercher le bon prix ou... Ouais. Prospérer dans le chaos. C'est pas normal que ce soit 600 € la place. À mon avis, c'était vraiment des places partenaires, comme Vivatech a le place à 600 € et t'as le place en public à 14 €, tu vois. Ouais, je sais, j'y étais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Chloé, t'as des questions sur ça peut-être parce que tu me demandais. En tant qu'auditeur. Non, c'est complètement gratuit. C'est complètement gratuit en tant que speaker. Par contre, si tu veux te faire coacher en plus, en fait, en général, ce qui se passe quand tu es TEDx speaker, on te fournit, c'est un peu méchant, on te met à disposition, on va dire, un coach en prise de parole avec qui tu vas faire en général 2-3 séances. C'est des gens qui sont bénévoles, ils font ça à côté, donc ils n'ont pas un temps de fou. Parfois, il y en a quasiment
enfin il n'y en a pas même, selon les TEDx il n'y en a pas du tout. Donc toi en plus tu peux te faire coacher si c'est un enjeu important pour toi, si ça va être un levier pour ton business, que c'est ta vitrine, tu peux carrément te faire coacher pour en faire plus et c'est même recommandé. Voilà. Mais sinon non, c'est pas payant. Alors, ce que tu peux attendre en termes de retombées, déjà, en fait, avant de parler des retombées, je pense que le premier truc, c'est l'image que les gens ont de toi. C'est-à-dire en termes de crédibilité, en termes de statut que ça te donne. Moi, je vois même par rapport à l'engouement que je vois dès que je parle des TEDx, il y a une vraie crédibilité. En termes de retombées, ce que tu peux attendre, c'est que tu aies des demandes de conférences en entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, soit des conférences payantes, soit des conférences en termes de table ronde, etc., mais que ça soit un levier pour donner des conférences en entreprise. Parce qu'en fait, c'est comme on va dire un portfolio de ce que tu sais faire, du message que tu portes, de ta capacité à convaincre, à inspirer. Donc ça peut être un levier pour publier des livres. Je t'ai mis en relation avec Jérémy. Jérémy aussi, c'est un marqueur quand tu dis que tu as fait un TEDx. Il n'y a pas que ça, tu vois, mais ça ajoute à la liste des choses qui font que tu es légitime et qu'on va te publier. Ça peut t'amener des clients aussi. Par exemple, il y a pas mal de CEO de startups qui vont faire des TEDx parce que du coup, ils vont pouvoir démocratiser leur mission à travers leur TEDx et c'est une mission d'éducation. Je pense par exemple à Gringot. Je sais pas si tu connais Maud Caillot, la CEO de Gringot, c'est une néobanque verte. Maud Caillot, elle a fait la première édition du TEDx que j'ai organisé et son TEDx, il a carrément une visée éducative pour la banque qu'elle défend, qu'elle a créée. C'est qu'en fait, avant que quelqu'un devienne client chez elle, il faut que les gens comprennent tout le problème des banques, à quel point les banques financent des industries fossiles, etc. Et ensuite, du coup, ça t'amène des clients parce qu'ils ont compris pourquoi tu faisais ça et du coup, ils viennent dans ton univers. Donc, en gros, c'est synthétique, ça peut t'amener des clients, des conférences gratuites ou payantes, des livres et beaucoup de crédibilité. Oui, totalement. En fait, pour devenir organisateur de TEDx, je vais pas dire que tout le monde peut le faire, mais genre si demain tu veux organiser un TEDx Digital Village, en soi tu peux déposer une demande auprès de TED, et faire un dossier, etc. Et c'est possible de créer un événement. Ce qui fait que la hype de tous les événements des TEDx ne se vaut pas. Tu as des événements TEDx qui sont plus beaux, avec plus de moyens, avec plus de sponsors, avec des plus belles vidéos, avec des plus grosses salles. Et tu as des événements TEDx qui sont en plus à l'artisanal, dans des salles plus petites. La vidéo, elle sera pas folle. Donc oui, il y a une différence. Et c'est important, du coup, quand tu choisis ton top 10 des TEDx, d'aller voir les vidéos sur YouTube de ce TEDx-là. Déjà, sur la première image du TEDx, tu vois qui sont les sponsors. Donc, selon qui sont les sponsors, ça te donne une petite idée aussi du niveau de moyens qu'il y a. Et puis, surtout, ce qu'il faut voir, c'est la qualité de la captation. Il faut que la captation vidéo et son soit très quali pour que toi, ensuite, tu aies un bon rendu pro qui mette en valeur ce que toi, tu veux dire. Alors... C'est-à-dire, en fait, la vidéo, elle sera diffusée sur la chaîne YouTube de TED, donc ce ne sera pas sur tes trucs personnels. Donc toi, tu peux peut-être récupérer les rushs auprès de l'association ou l'entreprise qui a filmé la vidéo et en faire des shorts, par exemple. C'est ça que tu sais ? Oui, si tu peux carrément. Tu peux. Il y a d'autres questions sur ça ? Est-ce que c'est un... Ouais. Il y a 5 ans, j'avais postulé justement au TEDx de GEM et il m'avait dit, peut-être toi d'ailleurs, je sais pas toi, mais qu'il y avait plusieurs personnes, justement ce que tu disais, les coachs qui c'était oser ses rêves d'ailleurs, je crois, un truc comme ça, ou oser briller. Et que finalement, en fait, ils veulent une diversité dans les spectacles. Donc, même si on est hyper coaché, ce que tu fais aujourd'hui, comment on peut s'assurer que finalement, il n'y a pas d'autres gens qui ont un peu le même profil ou le même message ? Est-ce qu'on a une vision de ce qui est sélectionné d'avance ou pas ? Enfin, voilà. Très bonne question. Alors en effet, pour l'avoir fait, parfois je lance des appels à la candidature pour le TEDx. Nous, le thème c'était créer du lien et t'as plein de gens qui vont avoir un peu le même profil, un peu le même message. Et le sujet pour moi, c'est pas trop postuler à des gens où il n'y a pas le même message, c'est aussi comment parmi tous ces gens, je fais en sorte que mon message à moi, il soit entendu.
qu'est-ce qui fait que, ok, demain il y a 50 coachs qui postulent. Pourquoi moi mon histoire on va l'écouter et pas celle d'un autre, tu vois? T'as pas de maîtrise en fait sur les autres personnes. Donc la seule chose que tu peux maîtriser, c'est à quel point ton discours sera différenciant. Le risque aussi, c'est que quand tu postules à d'autres TEDx, il y a certains qui ont des influences un peu moins dev perso friendly, on va dire, tu vois. Donc moi je trouve qu'au contraire c'est plutôt une bonne chose d'aller dans des TEDx qui mettent en avant ce type de message parce que tu as plus de chances. Et par contre du coup si la concurrence elle est rude, ça tu peux pas le savoir, mais ouais, travailler sur à quel point ton storytelling, ton message il sonne pas déjà réchauffé, ouais, voilà ça. Oui, et voilà, et du coup éviter un peu les lieux communs de voilà. Ça. Est-ce qu'il y a un format prédéfini? Ça doit durer tant de temps, la structuration du discours qui est imposée en fait, par l'organisation? Ouais, il y a un format défini. Donc déjà, en termes de timing, tu peux pas dépasser un certain temps. Donc c'est maximum 19 minutes. 13 ? Ok. Mais je pense que pas tout le monde a eu l'update parce que je connais plein de TEDx qui font plus que 13 minutes et même là je suis allée à un TEDx au Grand Rex là il y a pas longtemps, la fille elle a fait genre 23 minutes, enfin donc t'es censé respecter 19 minutes et je suis d'accord, 13 minutes c'est l'idéal en vrai si tu veux un truc impactant et surtout la règle en vrai d'un bon TEDx c'est une idée, un message. Donc comme dans un post LinkedIn, en fait, t'as un message à la fin, et en fait, le risque, si tu le fais trop durer, c'est que t'as trop d'opportunités de partir dans tous les sens. Donc, fewer deeper, comme dirait Karine de Microsoft. Et ensuite, en termes de format, oui, en fait, t'as quand même des formats assez prédéfinis. Ça veut pas, enfin, y a rien d'imposé, mais en général, en gros, t'as un storytelling personnel en général qui mène tout du long. T'as beaucoup d'images, de métaphores. T'as un message fort à la fin, tu vois, une punchline à la fin. Si tu veux, j'avais fait pour Ramène ta fraise une ressource, genre c'était le template de David Laroche, le template de son TEDx que j'avais utilisé et que pas mal de personnes que je connais ont utilisé. Donc il y a par exemple Margot Cunego qui est à la boîte qui s'appelle Bousson Biz. Son TEDx il fait à peu près la même structure. Moi pareil, j'ai donné un talk qui format 8 minutes, il a la même structure aussi. Donc je peux te l'envoyer si tu veux. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet du réseau, etc. Est-ce que tu conseilles de postuler à plusieurs TEDx? Ouais. En vrai, je te conseille parce que du coup, tu multiplies tes chances. Toi, t'es plus rodé. Et au moins, s'il y en a un qui te refuse, t'en as un autre. C'est comme quand tu cherches un job un peu. Si t'en fais plusieurs, tu te donnes plus de chances. Donc, ouais, carrément. Tu vois l'intérêt d'en faire plusieurs, un dans une ville, Si t'as plusieurs messages à faire passer, oui. C'est-à-dire que, je sais pas, si t'as vraiment plein de passion et que t'as ton premier TEDx parlait d'un sujet, mais que t'aurais trop aimé parler de ça aussi et que t'as pas pu le faire, je trouve que ça a un impact. Mais sinon, à part pour l'ego, en vrai, je trouve que c'est pas ultra utile d'en faire plusieurs. Enfin, c'est un. Ou alors, si t'es pas content du premier aussi, parce que, par exemple, David Laroche, il en a fait 2. Le premier, il était hésitant, je crois qu'il le faisait en anglais en plus, donc il était pas sûr de lui et tout. Et le deuxième est carrément mieux et il a fait 4 millions, tu vois. Donc, peut-être que le premier aussi, c'est la première crêpe. Et le deuxième, c'est là où tu es plus sûr de toi, plus convaincant. Mais en vrai, c'est bien déjà. Ouais. Est-ce qu'il y a des thèmes imposés systématiquement, des thématiques où il faut justement, est-ce que ton message doit s'adapter à la thématique ou en fait t'attends un TED qui va avec ton thème? Alors, si j'ai bien compris la question, c'est est-ce qu'il y a un... Alors, chaque TEDx, c'est un thème. Mais normalement, le thème, il est très vaste. C'est-à-dire, nous, le thème, c'était connecting the dots, donc relier les points. Un thème, ça peut être rencontre et sérendipité, des trucs comme ça. Donc, en fait, les thèmes, normalement, ils sont assez larges pour que tous les domaines d'expertise puissent passer. Un des trucs, en effet, très important de TEDx, c'est le fait d'avoir multiples secteurs, donc des gens qui viennent de la science, des gens qui viennent du développement personnel, de l'entrepreneuriat, etc. Et moi, mon conseil, c'est de oui, respecter le thème, mais de pas être collé à ça, parce qu'il y a des gens, dans leur TEDx, ils disent « Le thème de cette année, c'était créer du lien, alors je vais vous parler de créer du lien et tout. » Et en fait, j'abuse un peu, tu vois, mais ils s'auto-limitent à rentrer dans le thème, alors qu'en fait, le thème, tout, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ton message. Le thème, en vrai, c'est juste un prétexte pour les organisateurs, ça rentre dans le thème et tout, mais
toi, il faut pas que tu oublies le message que tu as envie de faire passer, et il faut pas non plus trop forcer, je trouve, à rentrer dans le thème, parce que au final, ce qui compte, la vidéo elle sera sur YouTube, les gens ils sauront même pas quel a été le thème de l'événement où il y avait 300 personnes, tu vois. Voilà. Oui. La transition. La transition, oui, écoute, on va en arriver à là, du coup. C'est ce que j'ai envie de créer pour la suite de Ramène ta fraise, donc pour ma nouvelle vie, on va dire. C'est que y a plein de personnes qui ont envie de faire un TEDx, et aujourd'hui je vous donne plein de clés, j'espère, et je pense qu'avec ce que je vous ai partagé, vous pouvez en vrai, si vous voulez, vous motiver à postuler, etc. Mais moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'accompagner des personnes qui ont envie d'être accompagnées, qui ont envie que je les aide, qui ont envie que je leur donne encore plus de clés d'accompagnement. Donc, en effet, je vais créer un programme pour ces personnes-là. Et aujourd'hui, c'est la toute première fois que je le pitch, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est un bêta-test. N'hésitez pas, je suis hyper preneuse à la fin de tous vos retours sur cette offre que je vais vous présenter, sur à la fois le prix, sur le contenu, même si vous ne l'achetez pas, mais si vous aimez... En tant qu'acheteur, qu'est-ce que vous aimeriez avoir à l'intérieur? Je suis vraiment très, très preneuse de ça. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de se faire accompagner pour un TEDx, ou qui aimeraient en tout cas avoir une vision un peu plus rapide de comment on y accède? Maybe. Oui. Alors, c'est là qu'intervient l'Académie des speakers. Donc, ce que j'aimerais faire, moi, c'est 3 mois pour te préparer à devenir TEDx speaker. C'est-à-dire 3 mois où on va travailler ensemble sur ton message, sur ton branding, sur les candidatures, te préparer aux entretiens, avoir la bonne approche réseau. On va à des événements ensemble, on va contacter les organisateurs ensemble, etc. À la fois du coaching, à la fois du done for you. Vraiment, je suis avec vous pour préparer ce TEDx. C'est comme si c'était le mien. Donc, l'Académie des speakers, le but, c'est déjà de vous mettre sur scène. Une des premières missions, c'est de vous donner l'opportunité de donner une vraie conférence sur scène devant 100 personnes. Ici même, au Digital Village, il y a une salle. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est organiser une conférence devant 100 personnes, comme je l'ai déjà fait plusieurs fois avant, avec le même sponsor qui est prêt à me suivre aussi pour sponsoriser la salle et permettre aussi à des gens de venir. Deuxième chose, c'est de devenir un conférencier reconnu grâce à des supports vidéo et images. Donc, en organisant un événement en présentiel, je fais venir une équipe de vidéastes et photographes pour faire une captation vidéo. Donc, vous avez votre vidéo style format TEDx que vous êtes prêt à présenter, et vous avez surtout des photos professionnelles de conférenciers, parce que vraiment, de mon expérience, c'est ce qui fait énormément de différence entre quelqu'un qui a l'air amateur ou quelqu'un qui va se professionnaliser, et se faire sélectionner pour des TEDx. Donc, comme je vous disais, je fais la partie sélection avec vous. Je vous coach pour postuler, pour vous faire accompagner là-dessus. J'aimerais vous parler de quelques études de cas de personnes que j'ai accompagnées, que j'ai aidées à faire un TEDx, pour voir si ça fait écho un peu avec vous. Premier, c'est Jérémy Van Obdenbos. Donc lui, il est formateur, il est conférencier déjà reconnu en networking. Il avait environ 4000 abonnés sur LinkedIn, mais il avait aucune idée de comment faire un TEDx, mais il rêvait d'en faire un, parce qu'il voulait avoir un plus grand message et avoir plus d'influence. Et je l'ai mis en relation directe avec les sélectionneurs de TEDx. Donc ça a beaucoup le côté recommandation, comme dans le business en fait. Comme on a une recommandation de quelqu'un, c'est beaucoup plus facile que quand on doit passer par la petite porte. Et donc il a été sélectionné, il a donné un TEDx, et ça lui a aussi fait un effet de levier pour publier son premier livre chez Erol, aussi sur le sujet du réseau, livre qui va sortir là en septembre. Autre personne, c'est Marina Movsisian, qui a fait aussi le bootcamp Ramène ta fraise. Donc Marina, elle avait 5000 abonnés sur LinkedIn. Elle est coach en leadership pour les femmes. Peut-être que vous pouvez plus vous identifier à elle aussi. Elle avait déjà donné des coachings et des formations en entreprise, mais pas encore vraiment de conférences. Et c'était son rêve aussi de faire un TEDx, mais elle avait du mal aussi à l'assumer, étant donné que assumer de faire un TEDx, derrière, ça implique qu'on est légitime de le faire, qu'on est capable, etc. Et du coup, elle a suivi, j'avais créé un document où j'expliquais étape par étape comment postuler, comment faire les démarches, etc. Et elle a suivi ça, elle a postulé à plusieurs TEDx et elle a réussi à se faire sélectionner. Elle en avait même 2 et elle en a choisi un, donc elle a réalisé son rêve. Et ça y est, sa vidéo est en ligne. Et Hubert de Saint-Louvain, je voulais vous partager son profil aussi parce qu'il s'est lancé
il était lancé depuis pas très longtemps dans l'entrepreneuriat quand il a été sélectionné pour faire son TED. Il avait 1 an et demi. Il vivait pas encore de son entreprise, mais lui aussi il rêvait de faire son TED justement pour asseoir sa crédibilité et être plus crédible. Donc lui, Hubert, son message c'est surtout de bien vivre avec les outils de notre époque et de pas se faire absorber par les réseaux sociaux, mais de l'utiliser uniquement à notre usage personnel. Donc il a fait un TEDx sur comment utiliser les réseaux pour que ça nous serve. Et voilà, il a réalisé son rêve et ça lui a permis d'accéder à des conférences. Pareil, à la fois en appliquant la méthode et à la fois grâce... lui, pour le coup, Hubert, là où je l'ai aidé, c'est surtout être à l'affût des appels à candidature, c'est-à-dire être au bon endroit, au bon moment. Comment je détecte que ce TEDx-là est en train de recruter, je candidate là, et comme ça, je suis prêt pour la prochaine saison. Alors, pourquoi est-ce que bosser avec moi, ça fonctionne ? Déjà parce que je vous donne un accès direct à la scène. Comme je vous disais, dans mon offre, le but, c'est d'organiser un événement présentiel qui fasse comme un TEDx, comme une répétition générale d'un TEDx, en fait. C'est que pour vous préparez exactement la même chose qu'un TEDx, c'est-à-dire que ça ne fait pas un travail supplémentaire, c'est de toute façon le message que vous allez porter après, mais vous avez une scène pour le faire, vous avez un premier entraînement, et ça vous permet d'enlever du stress, parce qu'il y a des gens, pendant leur TEDx, qui sont tellement stressés qu'en fait, ils ont gâché leur truc. Et au final, ils le détestent et ils ne communiquent pas dessus. Donc en fait, ça vous donne un camp d'entraînement, une préparation pour avant le vrai jour J, là où il y a beaucoup d'enjeux, être beaucoup plus prêt et avoir enlevé déjà dans le cerveau qui a peur une grosse partie. La deuxième chose, c'est que je suis une connectrice, c'est-à-dire que ma passion, c'est de mettre les gens en relation, c'est de faire du réseau. Donc moi-même, je connais beaucoup de gens dans le domaine du TEDx et j'ai envie de faire profiter de ce réseau aux gens qui travaillent avec moi, avec des mises en relation directes et aussi en nouant encore des nouveaux partenariats avec des nouveaux TEDx pour vous faire gagner du temps. Et troisième chose, c'est un message unique qui vous démarque et qui vous différencie. Comme je vous disais, ça fait 2 ans que mon job, c'est de faire du personal branding pour des entrepreneurs. Donc, on va travailler à la fois sur votre message pendant la conférence, mais aussi votre message sur les réseaux sociaux, votre identité, votre profil, les bons visuels, etc. Et surtout, comment travailler un message pour que, ce que tu disais tout à l'heure, Morgane, en fait, une fois que je postule, il n'y a pas 40 personnes qui disent la même chose que moi parce que c'est trop bateau, parce que ça a déjà été entendu. Et ça, c'est hyper important parce que finalement, parfois, ça se joue à pas grand-chose, en fait, avec la même histoire, mais 2 personnes qui racontent de manière différente. On peut totalement passer à côté de quelqu'un parce qu'il n'a pas bien su la raconter. Il n'a pas su passer de il faut réaliser ses rêves à moi, mon histoire, c'est que je me suis battue pour faire ça et ça et ça. Et il ne va pas bien savoir exploiter son histoire pour donner envie. Donc, moi, ce que je travaille avec les personnes que j'accompagnerai, c'est justement sortir du lot, faire levier sur son histoire et marquer les esprits des gens qui vont vous sélectionner. Donc les offres qu'on trouve un peu sur le marché en général, c'est ça. C'est qu'une formation en ligne pour devenir conférencier, c'est de l'ordre de 650 €, avec des modules vidéo, avec des exercices, avec des tutoriels de candidature TEDx. Donc je vous montre exactement comment on va sur le site, comment on trouve Athènes, comment on va identifier les organisateurs, quel message on envoie, les templates de messages, etc. Des masterclass d'experts, de conférenciers, notamment Samuel Dupont avec qui j'ai travaillé, qui fait des conférences chez la SNCF, chez La Poste, etc. Des conférenciers comme Jérémy Van Odenbos qui a déjà fait un TEDx, qui a une expertise de plus de 20 ans dans le réseau. Lui, il intervient pour aussi vous donner toutes les clés. Et un canal de Telegram pour poser toutes vos questions au fur et à mesure. Donc ça, le prix habituellement sur le marché, c'est 650 €. Ensuite, la deuxième offre, c'est une offre avec de l'accompagnement individuel en plus. Là, on est sur une formation en ligne totalement en asynchrone, en totale autonomie. Là, on est sur une offre où il y a tout ça, plus des coachings individuels en plus. Donc là, moi, ce que je propose, c'est 3 coachings de 1h30. On va travailler à la fois votre message, on va travailler à la fois votre réseau, on va faire des entraînements à la prise de parole en public, des corrections personnalisées. Donc vous m'envoyez votre script de conférence, moi je le corrige. Pour celles qui ont connu les corrections de post LinkedIn, pareil. Je le corrige, je suis sharp sur les retours, je définis votre message avec vous, etc. Vous avez un accès direct à mon réseau, parce que du coup je vais sélectionner les personnes avec qui je travaille. Donc je vais choisir des personnes en qui j'ai confiance, en qui je crois, et c'est parce que je croirais en ces personnes que je pourrais aussi les recommander facilement auprès de mon réseau. Je prospecte des TEDx pour toi.
Donc je vais moi-même écrire à des gens, les contacter des organisateurs pour vous faciliter la tâche. Et on va faire une journée en présentiel à Paris de coaching, de préparation en fait à l'oral pour être prêt le jour du TEDx. Donc ça pareil, une offre comme ça sur le marché, c'est environ 2500 €. Et la troisième offre que je propose, c'est TEDx accéléré. Donc c'est ça, plus ça, plus ça. Et là, donc, en plus des coachings individuels et de la formation en ligne, vous avez la vraie expérience TEDx avec un événement en présentiel. C'est-à-dire que je l'organise pour vous, j'organise l'événement pour vous, je le remplis pour vous, parce que c'est depuis 2 ans ce que je fais. J'organise des événements, je les remplis, je fais venir du monde, je fais des posts LinkedIn, etc. Je trouve le sponsor pour vous, je gère la salle, l'organisation, la logistique. Je fais venir un photographe et un vidéaste, donc on mutualise les coûts pour tout le monde. Et chacun repart avec déjà l'expérience d'une prise de parole devant 100 personnes, plus de 30 photos générées par un photographe professionnel qui pourra utiliser dans sa communication, une captation vidéo qui est prête, comme un format TEDx que vous pouvez réutiliser pour aller démarcher des entreprises demain, pour quand vous postulez à un TEDx, vous pouvez dire j'ai déjà fait une conférence, après on les postera tous sur YouTube. Vous avez votre talk qui est clé en main, parce que du coup vous êtes déjà préparé à faire le TEDx, donc vous avez votre message. Et surtout, c'est moi qui gère toute la partie opérationnelle. Et croyez-moi, si demain tout seul vous voulez organiser un événement pour 100 personnes, faire venir du monde, c'est long, fatigant, et surtout ça n'a rien à voir avec de la prise de parole en public, donc c'est un total défocus. Donc tout ça je le fais pour vous. Et ça, sur le marché, une offre comme ça, c'est de l'ordre de 5 000 € par rapport à si vous cherchez un mastermind de conférenciers comme ça, avec du coaching, avec un événement présentiel, etc., c'est de l'ordre de 5 000 €. Et donc moi, ce que j'aimerais faire, c'est une offre, une formation en ligne à 297 €, avec tous les modules et les gens gèrent en autonomie. Une offre de mise en relation où vraiment je vous coach, je vous accompagne. Vous avez aussi accès à tous les exercices. Vous avez une journée en présentiel avec moi à Paris à un peu moins de 2 000 €. Et une offre TEDx accélérée où vous repartez avec votre captation vidéo, votre talk clé en main, l'événement et tout ça en plus pour un peu moins de 2 500 €. Voilà un petit peu. Donc pour vous donner un exemple à quoi ça ressemblerait, cette photo-là, elle a été prise en bas, dans la salle du bas. J'avais donné une conférence au Digital Village. Donc vous avez ce type de photos que vous pouvez exploiter dans votre communication. Là, vous avez une salle qui est déjà prête. On reconnaît Marius et Cyril qui sont là. C'était ma toute première conférence. Time, c'est le sponsor qui nous a fait confiance et qui nous refera confiance. Une captation vidéo, donc ça pourrait être vous. Et ça, c'est la vidéo qui est prête sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur une scène. Vous avez votre vidéo type TEDx. Là, c'est moi en train de faire un... D'ailleurs, c'est la vidéo dont je te parlais tout à l'heure, le format type TEDx, mais c'était pas un TEDx, qui est sur une chaîne YouTube et là, qui a 1400 vues. Tout ça, vous l'avez dans l'offre TEDx accélérée. Ce qu'on va voir dans le programme de cette académie, c'est exactement les 5 piliers qu'on a vus ce soir. Le premier, c'est une légitimité inébranlable, puisque, comme tu disais tout à l'heure, Moana, il faut avoir confiance en soi. Quand tu as confiance en soi, tu inspires les autres. Tu n'es pas en train de bégayer, tu donnes envie aux gens de te faire confiance. Deuxième chose, c'est définir un message unique qui va marquer les esprits, qui va être différenciant, qui ne sera pas un lieu commun qui a déjà été répété 1000 fois. Apprendre à prospecter les TEDx, faire une candidature parfaite, avoir les bons contacts, les bons réseaux. Créer ton personal branding de conférencier sur LinkedIn, donc travailler ta com, notamment avec les photos et les visuels. Et enfin, tout le travail sur la prise de parole en public. Donc la gestion, le non-verbal, les déplacements, le fait de faire des pauses, de faire des silences, le storytelling, tout ça, ça se travaille aussi. Et c'est inclus dans le programme. Donc, mon QR code, il n'a pas marché. Bon, c'est pas grave, j'avais prévu que ça ne marcherait pas, donc il y a le lien ici qui est présent. S'il y a des personnes que ça intéresse et qui veulent candidater, c'est un petit formulaire, ça vous prend 4 à 5 minutes à répondre. Et si il y a des profils que je trouve vraiment avec du potentiel, où je vois que ces personnes-là, je peux les emmener à faire un TEDx parce qu'elles ont un message fort, une histoire forte, on travaillera ensemble. Voilà. Je suis hyper preneuse de tous vos retours, à la fois sur la conférence et sur ce programme que je viens de vous présenter. C'était la première fois que je faisais cette conférence, c'était aussi la première fois que je pitchais ce programme, donc je suis très contente de le partager en direct avec vous. C'est aussi le début de mon nouveau chapitre après Ramène ta fraise pour celles qui m'ont connue, donc je suis aussi émue aujourd'hui parce que c'est la première fois... Enfin voilà, c'est le début d'une nouvelle aventure. Et encore un immense merci à tous pour votre attention. J'espère que ça vous a donné de la valeur. J'espère que vous avez appris plein de choses et que surtout vous vous sentez plus en confiance et plus capable de donner un TEDx. Merci. Tu veux dire un mot de la fin, Baptiste ?
Merci à toi, Julia, pour la présentation. Il n'y a plus d'autres questions? Si, peut-être. Merci beaucoup Julia pour la présentation de tes offres. Ce que je comprends donc c'est au maximum un engagement sur 3 mois, c'est ça par rapport à ton programme et qui démarrait en septembre, donc tu as l'idée de faire ton événement d'ici la fin de l'année en fait, c'est ça. Parce que je me posais la question sur le timing, parce que tu disais il faut 9 mois, voire 12 mois d'anticipation par rapport au fait de candidater, de se faire connaître, enfin tout ce qu'on vient d'expliquer là. Et du coup je me dis, est-ce que démarrer en septembre, faire ce programme accéléré avec ton événement en fin d'année, pour au final faire un TEDx peut-être 6 mois encore après ou 8 mois après, est-ce que finalement la hype elle retombe pas un petit peu et que quand tu te retrouves le 10 day en juin 2026, tu te retrouves pas un peu démuni finalement par rapport à tout le coaching que toi tu as pu donner 6 mois avant? Alors, en effet, j'ai dit 6 à 12 mois, c'est la fourchette longue. Mais en fait, si tu as la mise en relation, en réalité, ça peut être beaucoup plus rapide. Ça peut être 3 à 6 mois. En fait, ça dépend aussi de à quel point les TEDx prennent de l'anticipation. Mais par exemple, si tu commences à prospecter avec moi en septembre, le TEDx peut être en février-mars. Finalement, tu auras donné ta conférence en décembre et ton vrai TEDx, il est en février-mars. Tu vois, donc finalement la fenêtre de tir elle est de 2-3 mois. C'est quasiment sûr que de toute façon que le vrai TEDx il aura lieu après la fin de l'accompagnement, parce que ça dépend de trop de facteurs externes. Mais en tout cas, si c'est ton rêve de faire un TEDx, la hype normalement elle redescend pas, étant donné que c'est ton projet et que tu as envie de le faire et que tu t'es préparé pour ça. Donc voilà, c'est comme quand tu prépares un livre. En vrai, entre le moment où tu signes le contrat et le moment où ton livre est publié, il y a 1 an et demi. Donc faut pas lâcher la première motivation. Je sais pourquoi tu dis ça. Il y a d'autres questions sur le programme? Okay, on pourra en discuter aussi, j'ai trop hâte d'avoir vos retours un peu en façon informelle. Mais du coup, Baptiste, vas-y. Alors, l'événement, il a été capté, donc il a été filmé. Si Julia est OK, on peut partager à tous ceux qui le souhaitent le replay de la conférence. Si tu pourras me partager également tes slides, parce que j'imagine que ça peut en intéresser parmi vous. Donc, on vous mettra tout ça sur le groupe WhatsApp de l'apéro digital. Le groupe WhatsApp, il y avait le lien, le QR code vers ce groupe WhatsApp qui était affiché au début. Si besoin, je peux le remettre sur l'écran. Je vais peut-être le remettre. Je vous enverrai ce lien-là aussi sur le groupe WhatsApp s'il y a des gens qui veulent candidater. Ouais. Publiquement, tu le lances quand sur les réseaux? C'est la question. En fait, moi, je m'étais dit que je vais d'abord en parler aux gens de mon réseau, des personnes et aussi les personnes que je vois où il y a un potentiel, parce que en vrai, pas tout le monde fait un TEDx parce que tu sais qu'il y a certains trucs qui vont faire que la personne elle est pas assez crédible, etc. Mais courant juin, ouais. Courant juin. Là, en fait, sur mon profil LinkedIn, là, si tu vas, il y a déjà écrit candidate au programme l'Académie des speakers, etc. En vrai, c'est déjà publié, tu vois. Mais ouais, juin. En fait, mon but, c'est de remplir la promo en juin. Cet été, je crée tout le contenu de formation par rapport aux choses d'attente. Dans le formulaire, il y a beaucoup. Enfin, moi, j'ai mis ce que j'estime important. En fonction des attentes, il y a toujours des choses où je sais pas que les gens ne savent pas ça. Tu vois. Donc, j'adapterai le contenu en fonction des attentes et on démarre en septembre. Donc, fin juin, début juillet. J'invite tous ceux qui le souhaitent à rester pour le networking. Et puis merci Julia, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Et grand merci. Et oui, on peut applaudir aussi Baptiste qui fait ça de façon totalement bénévole, parce que c'est pas du tout rentable d'organiser des événements, c'est vraiment des passionnés qui font ça. Et je sais que Baptiste, il a vraiment à cœur de rassembler des gens, de créer des événements, de partager des expertises. Donc on peut l'applaudir fort aussi parce que c'est beaucoup de taf. En effet. Donc ouais, s'il y a des gens qui ont envie de rester pour discuter, si vous avez des questions, je serais ravie. Je sais qu'il y a les plus timides qui n'ont pas pris la parole, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de questions, donc je serais ravie de vous répondre par la suite. Si vous voulez reprendre un verre, commander à manger, le bar est super, c'est très bon. Et merci à tous.